Bonsoir à tous, c'est Benjamin Pavard. J'ai déjà hâte de vous voir tous au Vélodrome. Je vous dis à bientôt. Allez l'OM. La tradition veut qu'on commence toujours par une petite blagounette d'entrée, mais après avoir vu Ludovic Ajorc laver complètement la charnière de l'Olympique de Marseille, on va jouer sobre aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Retour du Stade. Sans transition, messieurs, comment ça va? On enregistre un petit peu plus tôt dans la semaine, mais c'est pas parce qu'on était extrêmement pressé de débriefer ce Brest-OM. Effectivement, on n'avait pas hâte de ce moment et pourtant on y est. Une semaine de plus qui ressemble étrangement à la précédente et à celle d'avant et à celle d'encore avant. Et vous les gars, comment ça va? Alba, troisième émission et troisième match merdique à débriefer quand même. Hein. Sans C'est victoire. ça, c'est ça. Écoute, je les enchaîne. J'ai pas l'impression que ça a l'air de changer. Peut-être qu'on va arriver à 4 sur 4. Vaut mieux pas. Sinon, on espère quand même que la cinquième, si on doit dire la Coupe de France, bah, au moins celle-là, ça serait déjà ça de prix. Moi, je vais être bref. Bon, déjà, salut tout le monde. Ça me fait ni chaud ni froid à l'instant T. Et je dévoilerai pourquoi en émission avec tous les thèmes qu'on évoquera, pourquoi j'arrive à faire comme si je les connaissais pas en fait, parce qu'en soi, je les connais pas. Il est Et, et- parti dans une guerre, dans une cabale. J'ai hâte de l'écouter en vrai. On verra. mais il y a aussi le fait que depuis peu, tu t'es rapproché d'une équipe londonienne et, et le football revit un peu quand même. Bah, même pas, parce que l'équipe londonienne, elle pourra peut-être m'apporter un peu de bonheur, mais elle pourra pas m'apporter de malheur. Il y a que l'OM qui peut me. Il y a que l'OM, hein. Heureusement, aujourd'hui, ces derniers temps, on arrive à faire comme s'ils n'étaient pas là, mais il ne restera que l'OM et il n'y a toujours eu que l'OM. Et malheureusement, il n'y a toujours eu que l'OM. Avant de commencer, la semaine dernière, on s'était quitté en plus en pleine émission en évoquant la démission de Benny Benassia. Les choses ont un petit peu évolué en peu de temps finalement. Mais avant de revenir sur la dernière semaine, une petite question des internautes. La question de Watermar. Messieurs, quitte à être en dépression totale due à ce club, quelle est la situation actuelle du centre de formation et des équipes de jeunes? Existe-t-il à votre connaissance des partenariats avec les clubs locaux? Je me tourne vers notre spécialiste, ou en tout cas nos deux locaux de l'étape. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour ne plus voir ces horribles professionnels et éventuellement les remplacer par des jeunes fougueux? Est-ce Ok, juste une peut-être possibilité déjà? tu peux commencer hein, parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce centre de formation. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur notre centre de formation? Que c'est pas l'année la plus passionnante à suivre, peu importe les catégories. Que la N3, je ne ferai pas plus de commentaires, mais n'évolue pas alors qu'il y a toujours plus d'argent et toujours moins de résultats. Enfin, toujours moins de résultats, j'abuse, mais enfin, t'as une équipe qui doit finir premier avec 15 points d'avance chaque année en termes de moyens investis et qui finit toujours troisième, quatrième quand elle se sauve pas à la ramasse. Les 19 et les 17, en vrai, non, ils font leur bonne saison, ils vont finir en play-off comme chaque année. Il y a des belles générations, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le centre de formation vienne nous apporter un peu de bonheur? Je pense qu'il peut pas nous apporter un peu de bonheur, genre, hein. Je pense que il peut nous divertir le week-end, mais te dire qu'il va t'apporter du bonheur, ça sera jamais l'équipe pro, quoi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé cette année parce qu'on était trop occupés à débriefer les matchs européens des seniors, ces braves matchs européens. Mais peut-être un petit mot sur la Youth League. J'ai l'impression, j'ai pas vu tous les matchs, mais que le mot qui ressortirait de cette campagne, c'est frustration. Pour ceux qui ont pu mater, est-ce que vous êtes d'accord? Ou écart de niveau? Parce que Ouais, ouais. finalement, tu t'es remis à ta Ouais, place aussi. je pense que tu as été un peu remis à ta place plusieurs fois. C'est que même à ce niveau-là, tu es quand même face à des équipes qui sont d'un niveau au-dessus. Et franchement, autant certains matchs, tu peux te dire, ouais, c'est pas passé, mais autant quand le scénario se répète un peu trop de fois, tu te dis,
Je pense que c'est plus une question d'écart de niveau qu'autre chose. Moi, j'ai vu qu'un match enfin, un match auquel j'ai assisté, c'était contre l'USG, j'avais été les voir. Effectivement, j'ai pas sauté au plafond en voyant le niveau du match pour une campagne de Youth League. J'étais quand même assez déçu de ce que j'ai vu ce jour-là. Ouais, non, c'était très faible l'OM parce que en fait, normalement en Youth League, tu as le droit à 3 joueurs plus âgés que les autres. Et chez toi, ils étaient dessous, sauf des mecs qui te tirent vers le haut. Donc après là, ça devient vite compliqué. Le meilleur joueur de l'équipe, c'était le plus jeune. Et puis même, moi, il y a un truc qui m'a gonflé sur la phase du Youth League. Je sais pas si ça se fait dans d'autres équipes européennes, mais c'est que elle était dirigée par Tito Asni. Alors, mes respects, mais c'est le directeur du centre de formation. Et tout au long de l'année, il entraîne aucune des équipes du centre, que ce soit ni la réserve, ni les 19. Donc en fait, c'était je sais pas si d'autres clubs fonctionnent comme ça. Je pense que la majorité des équipes européennes, c'est l'entraîneur des 19 qui officie. Nous, non, on a le directeur du centre qui officie. Si quelqu'un a des informations parmi les auditeurs qui sait si c'est comme ça que ça se passe ailleurs, qu'ils nous le disent. Non, Les après, de toute DM sont façon, ouverts pour ceux qui voudraient pas le dire publiquement. il y a rien qui marche correctement dans ce club, même à l'étage de la formation. Donc bon, chacun tire la couverture un peu qu'il veut tirer, j'ai l'impression, et on n'a toujours pas le bon degré de cohérence qu'il faut, même à ce niveau-là. Peut-être ça va changer. Eh bien, moi qui pensais qu'avec cette petite question centre de formation, on amènerait quelque chose d'un petit peu Ça positif pour démarrer l'émission. ça a grisé encore plus les Eh ben, les sans transition, l'affaire Mehdi Pablo, hein. Eh ben, encore un, allez. Non, mais on s'était quitté la semaine dernière sur la démission de Mehdi Benassia. On imaginait un petit peu ce que pourrait être le futur sans lui. On avait fait une partie de son bilan et puis 24 heures après, on apprend, et notamment c'est sorti plutôt dans les médias parisiens que sur les médias locaux, que finalement c'est plutôt Pablo Longoria qui allait être débarqué. Alors pas officiellement débarqué, tout le monde aura vu le communiqué, les fameuses nouvelles missions de représentation et autres. C'est très bien dit, l'agence de Ouais, communication qui est derrière. c'est l'équivalent d'un technicien de surface, quoi. C'est exactement ça. C'est des jolis mots pour dire qu'en fait, bah, il faut passer à la compta. Déjà, messieurs, comment vous avez un peu vécu ces 24 heures un peu folles? Est-ce que c'est un putsch? Est-ce que c'est pas un putsch? Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'était le tempo? Tant de questions. Bah, on n'a jamais vu un club faire ça, je pense, avant que le Glorieux Olympique de Marseille le fasse. Donc, est-ce que c'était à faire? Non. Je pense que Franck McCourt est juste venu un peu en catastrophe, parce que c'est ça le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il était déjà là le samedi pour le match contre Strasbourg. Il est rentré et il est revenu. J'ai pas trop compris pourquoi ça a pas pu être géré directement dès le dimanche. Ceci étant dit, je pense que McCourt, il est surtout venu régler ce que, à mon sens, Longoria n'a pas su faire dès la désillusion à Bruges et peut-être même dès début janvier, en rappelant à tous que l'objectif principal, c'était le podium, que la dynamique sportive n'était peut-être pas bonne à l'instant T, que l'OM enchaînait beaucoup de frustrations, mais à mon sens, il aurait fallu juste renforcer le soutien au coach, au directeur sportif, aux joueurs, et appeler tout le monde à faire le dos rond. Ça nous aurait évité de se plonger dans une crise similaire pour le coup, et d'en arriver à une situation où t'as pas d'entraîneur pendant plus de 10 jours, t'as pas de directeur sportif pendant quelques jours, finalement t'apprends que t'as pas de président. Euh, J'ai l'impression que ce projet de 3 ans qu'on nous a tant vendu et tant énuméré, il a juste explosé en plein vol, et que du coup on est condamné au vide, parce que maintenant on n'a aucune visibilité sur ce que vont être les prochaines semaines, ni ce que vont être les prochains mois, et encore moins ce que sera l'année prochaine, parce qu'elle va être conditionnée par cette fin d'année justement là. Donc voilà un peu pêle-mêle ce que je pense de la situation, et je vais laisser au petit Alba, au petit notamment, je pense, écorcher vif certains. Franchement, moi, au début de la semaine, j'étais un peu dégoûté parce que je me disais que c'était le monde à l'envers, en fait.
le choix ou comment ça se passe. Genre, je me disais, moi, je suis un supporter d'un club de foot, je suis pas supporter de. Genre, si je regardais des séries, il y a des séries qui existent pour regarder des rebondissements, patati patata. Et après, en vrai, je me suis dit, bon, je suis pas à l'intérieur du club. Si Mehdi, il estime que Pablo, il l'a freiné dans certains trucs et qu'il a réussi à lui couper la tête, j'ai envie de te dire, Pablo, il a déjà fait à d'autres avant lui et on va pas pleurer un, un mec qui a un tableau de chasse dans son salon. Donc, je me suis dit, on va voir, j'attends la fin de saison. Et puis, en fait, vendredi, quand je suis arrivé devant le match, que j'ai essayé de remettre du début, que j'ai raté et que j'ai vu 2-0, je me suis dit, en vrai, je le déteste, lui et son équipe. En fait, tout ce qu'il a construit, j'aime pas. Tout ce qu'il fait, ça me dégoûte à tous les étages. S'il réussit la fin de saison, tant mieux. S'il réussit pas, j'espère que ma courte les scalpera tous à la fin de saison. Et quand je dis tous, on reviendra peut-être après. Mais moi, si j'étais le technicien de surface à l'heure actuelle, je ferais le ménage et j'attendrais la fin de saison. Parce que parce que la série n'est pas finie à mon avis et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Moi personnellement, je l'ai mal vécu parce que ça, enfin déjà parce qu'on avait enregistré un épisode et, et la moitié de l'épisode était passé à la trappe, donc ouais, je l'ai mal vécu. Mais au-delà de ça, je trouvais que vraiment on a mis vraiment de côté le sportif d'une manière qui n'a pas lieu d'être. C'est que a toujours ses objectifs en ligne de mire, que tu peux toujours aller chercher quelque chose de concret. Et malgré tout, bah, tout le back-office prend le devant et ça rime à rien. Ça rime à rien, ça te trompe ta préparation. Comme Younes l'a dit, t'as pas d'entraîneur. Pendant 10 jours, ça a l'air de choquer personne. Même si, voilà, Bey, rien contre lui, hein, mais ça a l'air de choquer personne. T'as le paysage de la direction qui prend toute la place et ça n'a aucun sens. Et après, moi, je l'ai mal vécu personnellement parce que ça fait toujours bizarre de voir une personne qui fait un communiqué pour partir et qui, au final, est retenue. Et en plus, à la place, on coupe la tête d'une autre personne. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Longoria pour ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, les résultats, pas les résultats. Mais que ça se termine comme ça, moi, je trouve ça lâche. Je trouve ça tellement sale. Mais bon, Et j'ai envie de vous dire plutôt que c'est le monde du foot et on n'est pas au premier coup d'essai. du coup, la démission, elle était posée ou proposée? Mais du coup, en fait, moi, le passage d'Alba, il m'a fait penser à un truc et que j'avais pas encore relevé. C'est que avant de poser sa démission, il est directeur sportif et jusqu'ici, il a déjà énormément de pouvoir. Il pose sa démission, on se rend compte que c'est pas une pose de démission qui veut couper la tête de quelqu'un d'autre. Mais du coup, il a fait ça pourquoi? Juste pour changer l'entraîneur? Le point de discordance à ce moment-là, pour que, comme l'a dit Alba, ils mettent en stand-by 10 jours d'institution, parce que ça, on va l'évoquer après, Ouais. l'institution. C'est juste pour le choix du coach. C'est juste pour Habib Beye, genre parce que et Pablo en voulait un autre. C'est parce qu'ici j'espère qu'au moins il voulait il voulait le trône parce que si c'était Bah, pour le choix du coach, faut qu'il j'ose espérer que c'est pas pour ça quand même. J'espère qu'ils vont pas se chiffonner. Enfin, j'ai encore en mémoire la liste que nous on avait dû faire dans Retour du stade avec les entraîneurs. Je me rappelle pas d'avoir vu énumérer Habib Beye. J'avais une liste de coachs d'un voilà. tout autre standing. J'ai l'impression que pour beaucoup de supporters, c'était à peu près ce qui devait venir s'asseoir sur le banc de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, j'aime beaucoup Habib Beye hein, depuis très longtemps. Et je lui souhaitais de finir à Marseille un jour. Peut-être pas si tôt et avec un peu plus d'expérience, c'est pas le sujet. Mais j'ose espérer qu'ils ne se sont pas chamaillés ou que tout ça n'est pas arrivé parce que l'un voulait Habib Beye et l'autre Mais voulait parce qu'ils avaler le. ils sont marrants. A priori, il y a des discordances sportives entre les deux. Mais franchement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces discordances sportives? À quel Et, moment ça matche pas? et comment c'est possible en fait? Parce que Mais c'est ça, comment c'est possible? l'un est censé être chargé du sportif et l'autre est censé être chargé de tout ce qui représente le club à plus ou moins long terme. Je, Donc, vra- enfin,
Qu'ils soient pas d'accord, c'est une chose, mais le fin mot de l'histoire doit revenir à Benitez, je pense, parce que c'est lui qui dirige cette partie-là du club. Je me demande vraiment sur quoi ils n'ont pas été d'accord pour en arriver là, parce que vouloir la tête de l'un de l'autre, mais c'est que ça allait loin. Mais si c'est qu'une histoire de moi je veux A et moi je veux B, ben on n'est pas d'accord, ah ben ça me dérange. Encore une fois, on revient à la même chose. L'ego de certains, Mais au-delà de ça, moi, en fait, ce que j'ai pas compris et ce que je comprends toujours pas, parce que j'ai essayé d'analyser ça. Alors sportivement, ça n'a aucun sens. Dans le monde de l'entreprise, ça a pas, tu l'as dit Younes, ça n'a pas d'équivalent. Donc je me suis demandé quelles pourraient être les hypothèses de vouloir à ce point-là. Enfin, il fallait qu'il y ait plus qu'un shérif dans la ville, mais c'était à ce moment-là qu'il fallait décider lequel devait rester. Et ce que je comprends pas, c'est, comme vous l'avez dit, si c'est pour mettre un coach, si la discordance c'est juste le coach, ça n'a pas de sens. Si Mehdi a une idée de qui mettre en président ou qui mettre en binôme, pourquoi pas? Mais ça a pas l'air d'être le cas. Et surtout, ce que je ne comprends encore moins, c'est dans la déclaration et les communiqués de Frank McCourt, où, dans tout ce qu'on entend autour, on dit, Mehdi, il fait une sorte d'intérim de 3-4 mois, et après il s'en va encore, enfin, sa démission, elle est repoussée en fin de saison, on verra, on refera des points, etc. Mais en fait, pourquoi couper la tête de quelqu'un si tu sais que tu veux toujours partir? Donc c'est qu'il veut rester. En fait, c'est là où je ne comprends pas. Et je sais pas si vous avez la même lecture que moi. Je sais pas quel sera l'organigramme dans 3 mois. Et je sais même pas si tout en haut de l'organigramme, il y a pas un monde où quand tout le monde vire. Et pas juste président, directeur sportif et l'actionnaire aussi. Ah, c'est fort probable. Après, pour le coup, je pense, enfin, personnellement, je pense que j'achète pas la théorie de Mehdi qui pose sa démission ou qu'il l'a fait parce qu'il veut sauter Longoria. Je pense que ça, de toute façon, on le voit bien dans la façon de la faire. Je pense que c'est une décision qui est juste dictée par l'ego pour le coup et qui n'est absolument pas réfléchie. Le simple fait, enfin, déjà, le simple moyen de communication, à savoir la poster sur ses propres réseaux, cette histoire de lettre antidatée puisqu'il la poste le dimanche 15 avec une date qui mentionne le 9. Enfin, je pense que Et tout ça, il n'y a pas eu de retour. Enfin, je te coupe, mais depuis ce message-là, il n'y a pas eu de Oui, communication on l'a pas officielle. entendu. Non, donc on l'a pas entendu. ça ressemble vraiment à une parole jetée en l'air sous le coup de l'énervement et enfin, il ne prend même pas la peine de la rectifier parce que faut la considérer comme telle. Donc en fait, c'est tout ce qui me fait dire que cette décision de Mehdi, je pense qu'elle est juste dictée par l'ego encore une fois. Elle est impulsive, pas réfléchie du tout. Et je ne pense pas qu'il est dans la tête de se dire je vais mettre un ultimatum à McCourt. Je pense que ça arrive plutôt par le fait que McCourt doit se sentir obligé de le retenir parce que je pense qu'il l'apprécie. Et du coup, l'idée émerge que qu'est-ce qui te déplaît? Lui, il commence à trouver une oreille réceptive chez McCourt, je pense. Il dit avec Pablo, c'est pas trop ça, etc. Et du coup, je pense que McCourt comprend que si la cohabitation devient si difficile, peut-être qu'il faut choisir un shérif dans la ville, comme tu l'as dit, Max. Et je pense, moi, je pense que ça s'est à peu près déroulé comme ça, pour le coup, plus une réelle stratégie de Mehdi, de se dire, si je pars, finalement, peut-être qu'on me retiendra pour finalement jeter Pablo et que j'arriverai à mes fins. Sachant que, comme tu l'as dit, honnêtement, je pense qu'il sera plus là cet été, donc, et j'espère d'ailleurs. Moi, j'entends ce que tu dis, que c'était comme ça et qu'il voulait vraiment démissionner. Qu'il voulait vraiment démissionner et qu'il a pas un plan derrière la tête. Mais alors là, Non, attends, pardon, je sais même pas s'il veut vraiment démissionner, je pense qu'il veut juste marquer le coup pour le coup et après, il démissionne. enfin, oui, non, mais c'est encore pire qu'il veut démissionner, c'est ce que je Ouais, te il dis. veut dire j'en ai marre. Et ouais, en gros, il veut prendre de Mais la place et dire je quitte l'avenir. il le fait par une démission, il n'y a pas de plan derrière. Mais ça veut dire que McCourt, à ce moment-là, il y a un mec qui démissionne et il a Longoria qu'il a avec lui depuis 4-5 ans, qu'il a promu, patati patata. Et on peut dire ce qu'on veut sur Longoria, il n'est pas parfait, il y a eu beaucoup d'erreurs. Au-delà des erreurs, moi je trouve, c'est surtout les virages ratés ou ce que dénonçait Younes, le fait de jamais avoir de cap clair. Comme si chaque été, il se disait non, en fait, j'ai une encore meilleure idée, genre. Comme si à chaque fois, je peux repartir à zéro
et je suis tellement fort, je vais tellement faire la machine à laver que je vais réussir à faire une équipe qui va monter deuxième et on va remonter la patati patata. Bon que la parenthèse sur Longoria passée. Il a le choix entre Longoria et Benaccia qui a mené un seul projet, qu'il a mené dans le ravin. Parce que la vérité, c'est que certes, il y a une saison qui se finit bien, mais 6 mois après, c'est le ravin du projet Mehdi Benaccia. Et il a choisi le mec qui a mené dans le ravin et qui, à la sortie en sortant du ravin, il a dit, bon, les gars, je vous laisse ramasser les autres, moi, je me taille, j'en ai marre. Et il a choisi ce mec-là. Moi, je trouve Bah, ça, moi, je peux te dire que c'est juste pour voilà, rajouter un petit truc. Ce que je sais, moi, personnellement, c'est que McCourt aime beaucoup, beaucoup Benatia parce que lui arrive à ressortir les joueurs très rapidement et sans perdre beaucoup d'argent. Donc ça, je peux te le dire. Enfin, je peux vous le dire. Il est apprécié pour cette qualité-là et je crois que cette qualité-là, elle fait vraiment écho chez McCourt au point de plus, potentiellement plus voir la vie sans lui. Après, le temps nous dira s'il va rester ou pas, mais moi, je suis d'accord avec vous. Ça n'a aucun sens parce que à tout moment cet été, t'es pas à l'abri que Benatia s'en va parce que je pense qu'il y a quand même des clubs qui vont le courtiser. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec la vision globale qu'il y a au sein du club. Actuellement, c'est dur de voir les choses correctement. Et ouais, il y a un risque que la 3e démission soit la bonne pour Mehdi, c'est sûr C'est ça, que exactement. on va pas Exactement. pouvoir le retenir à chaque fois. Non, mais pour le coup, il y a plein de choses qui me traversent l'esprit depuis 10 jours et encore plus depuis le match de vendredi qui a été vraiment la goutte d'eau, je pense. J'ai l'impression d'avoir été mis à distance par ce club de manière assez violente. Mais je repense à plein de choses, à comment ça a pu se passer. Je repense notamment à ce que je disais, je crois que c'était au mois de décembre pendant la trêve, quand je disais qu'à Marseille, je trouvais que les défaites avaient des caisses de résonance bien trop grandes et que du coup, c'est l'escalade d'engagement. Et je repense à ces situations où on était là à pleurer parce que l'OM a raté un match de reprise de 4 janvier contre Nantes. Alors, aussi mauvais le match eût-il été, il y a pas de débat là-dessus, c'était nul, c'était affreux, ce que vous voulez. Mais c'est un match de reprise, c'est un match où t'es sorti contre une équipe de CFA2 dans son histoire plusieurs fois en Coupe de France à cette même date. C'est un match qui est particulier pour tous les footballeurs professionnels du monde entier quand ils ont une période de 15 jours. Enfin, et nous, on était là à chouiner, à dire que le projet était merdique, que si, que ça, que ça. Bah ouais, là, et j'en sens qu'on se retrouve maintenant dans une situation où là, pour le coup, on n'a plus rien, ni cap, ni certitude, ni choses bien sur lesquelles on peut capitaliser, alors qu'avant, on avait quand même quelques qualités et certes des défauts. C'est encore une fois pas le but de réécrire l'histoire, mais j'ai vraiment le sentiment que ce que beaucoup de supporters ont ressenti après le match contre Nantes, je le ressens enfin là, dans une situation qui est vraiment catastrophique pour le coup. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent ressentir eux, du coup, si déjà ils ressentaient ça contre Nantes? Et ça, tu vois, tu disais ça amène à des questions. Moi, ma principale question sur toute l'affaire, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est passé. Parce qu'entre le moment où on lâche je pense, entre le moment où on lâche l'épisode et le moment où il y a le communiqué de McCourt, il doit se passer 36 heures, Ah, grand moins, max, on fait ou peut-être l'épisode même lundi moins. soir et le mardi à 11h, il y a le communiqué. Et dans ce temps-là, tu as eu le droit au attention, McCourt arrive demain, les choses peuvent changer. Tu as eu tous les articles sur tous les défauts de Pablo Longoria qui sont sortis. Tu as les tags à la commanderie. Il y a une paire d'événements quand même qui coïncident sur une Bien. toute petite période. ça va vite pour que ça soit pas prémédité, je trouve. Le pire étant les tags. Pour moi, je pense que là, c'est le truc le plus gros de l'histoire, c'est les tags. Mais Ah, bon, c'est limite après, grossier. Moi, ça m'a Mais fait penser à l'épisode. Excuse-moi, Younes. juste, j'ai une petite Vas-y, précision, mais pour compléter le tableau que dresse Max, c'est que certaines personnes assez bien informées ont déjà commencé à annoncer un peu la couleur de ce qui allait se passer dès le lundi midi, si je me trompe pas, ou même le dimanche soir pour des mieux renseignés d'entre eux. Donc ça rejoint un petit peu le côté prémédité dont tu essaies de parler. Et moi, les tags, ils m'ont fait penser à l'épisode de Plaine Orientale, pour ceux qui l'ont vu, où ils taguent le quartier et qu'ils écrivent Mafia Bashta. Je me suis dit, en fait, quand on arrive à être ton club, il a les scénarios de série Canal+. Ouais, c'est qu'il faut que tout le monde s'en aille cet été, je crois. Il faut vraiment que tout le monde s'en aille cet été. si là, je pense. Alors, la dernière fois qu'on a fait le bilan de quelqu'un qui devait partir, il a été promu.
Mais on va peut-être essayer de faire rapidement le bilan de Pablo Longoria. On aurait dû faire le Première bilan de question. Bizardi avant qu'il parte, du coup, désolé. Ouais, mais t'avais des infos exclues. Le conducteur était un peu dicté à l'époque. On a les mains un peu plus libres maintenant, si je peux me permettre pour nos auditeurs. Non, c'est pas vrai du tout. Mais pour Pablo Longoria, est-ce qu'il va vous manquer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez apprécié dans 10 ans, vous en direz beaucoup de bien à vos enfants ou dans 30 ans à vos petits-enfants ou pas du tout? Moi, si je peux commencer, ouais, quand même. Je pense, quand t'es supporter de l'OM depuis de nombreuses années, quand t'as connu beaucoup de présidents, quand t'as connu Dacier, t'as connu Hérault. Bon, quand même, la Brune, c'était plutôt dans, ça s'est mal fini, mais il y a quand même eu des moments sympas. Quand t'as connu certains présidents, tu te dis quand même, Longoria, c'était bien. Comme Mopti l'a dit, il a vraiment ses défauts, hein. Parce que son côté, oui, je peux y arriver pour la 26e fois, à un moment donné, c'était un peu chiant. Mais moi, je peux pas lui jeter la pierre dans le sens où c'est un mec, il a eu des idées, des belles idées, des idées quand tu as été biberonné un peu on va dire, ça rentrait dans le cliché, mais quand tu as été un peu dans les forums, quand tu es plus jeune, tu te dis: «Ah, moi, j'aurais bien fait ci, j'aurais bien fait ça». Il a un peu mis en grandeur nature le côté geek, le côté football manager du président et il a fait comme il a pu. Après, je pense quand même que le rôle était trop grand pour lui, il aurait jamais dû être président. Il a eu la fonction un peu par défaut. On ne saura jamais si, pour le coup, c'était prémédité ou pas, mais il a eu un peu la fonction par défaut. Et il a toujours fait en sorte de représenter l'OM du mieux qu'il a pu. Euh, il a fait quand même beaucoup de belles choses, je trouve, pour le club, pour la ville, et ça, on ne pourra pas lui enlever. Moi, j'en tirerais du positif, beaucoup de positif. Si je donnerais une note à son mandat, peut-être je mettrais allez, 6 et demi. 6 et demi, peut-être. Ouais, 6 et demi, ouais. 6 et demi, 7. Ouais, moi, je pense que je rejoins Alba sur beaucoup de choses. Quand tu fais l'historique des présidents que nous, on a connus sur la période des 15-20 dernières années, tout ce qui s'est passé, grosso modo, après Pape Diouf, bah, je pense que c'est le président que j'ai préféré. Et ça tient simplement au fait que c'est un président qui connaissait intrinsèquement le football, pour le coup. Enfin, tu sens que c'est vraiment un bousier de foot et un passionné de foot. Et rien que pour cette qualité-là, déjà, ça lui crée une proximité, en tout cas avec moi en tant que supporter, et je pense avec beaucoup aussi, qu'on n'avait pas avec beaucoup d'autres. Je pense que ça va être un très bon président s'il continue sur cette voie-là d'ici une petite dizaine d'années. Je pense qu'il lui manque surtout un peu de bon sens et de lucidité. Il a un profil, comme le disait Alba, assez geek, assez dynamique, toujours à 2000 à l'heure. Il est absolument passionné de ce qu'il fait et ça se sent. Et il est toujours un peu trop tête baissée, comme le disait Opti justement, dans son idée de toujours penser que sa nouvelle idée elle est meilleure que celle d'avant et qu'elle lui permettra d'aller encore plus vite et d'avoir raison encore plus vite. Bah en fait, c'est ce côté un peu trop tête brûlée, un peu trop tête baissée qui fait ses défauts aujourd'hui. Et je pense que quand il aura fait le deuil de son échec à Marseille, parce que je pense qu'il y a quand même une partie d'échec par rapport à ce qu'il aurait pu apporter, il va gagner un peu plus en lucidité, en calme, en posture aussi, et va comprendre qu'il n'est pas toujours obligé de prouver que c'est un génie et que malheureusement il peut pas aller plus vite que la musique et que seul le temps et sa capacité à tenir une décision dans le temps montrera qu'il a beaucoup de qualités. Je pense qu'une fois qu'il aura compris tout ça, il a toutes, toutes les qualités pour être un très grand président et malheureusement ce sera peut-être pas l'OM, même si on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je pense qu'on l'a eu un peu trop tôt et on va être dans l'échelle de son CV, on va juste être à l'expérience, bah, celle que la bêtise, quoi, le premier amour avec lequel t'as un peu tout mal fait, mais c'était nouveau, c'était frais et t'as essayé, quoi. Donc, je sais pas, c'est un peu le sentiment que j'ai sur Pablo Longoria. Je pense pas le regretter non plus. Je pense qu'il peut avoir mis le club dans un bon élan qui peut te permettre d'avoir un président avec un peu plus de qualité que lui sur la partie présidence hors foot, hein, j'entends par là la capacité à fixer un cap clair et s'y tenir. Et je pense qu'il a rendu l'OM attrayant sur la partie foot pour qu'on puisse espérer ça. Ouais, le regretter, je pense que, je sais pas, il a pas le côté charismatique et aura qu'a Pape Diouf, par exemple.
Donc, je pense que c'est pas un mec qui aura qu'aura ce souvenir impérisable chez les supporters marseillais. Mais sur le bilan, moi, je pense qu'il y a plus de bons que de mauvais. Et en fait, tu as l'impression, c'est l'élève, il y a 5 exercices, il prend, il prend 3 fois 4 points et les 2 derniers points, il fait 0. Genre. À chaque fois, il gâche tout sur des trucs parce qu'il avait pas envie. Genre vraiment, il y a des virages. On va pas s'épancher là-dessus parce que sinon tu vas perdre. On peut passer longtemps. Mais il y a des virages dans son mandat. Tu te dis, mais pourquoi? Tu vois, genre, T'étais à ça de. t'étais à ça d'eux, tu vois. Genre, tu vois, je vais reparler de l'homme qui prend fonction d'ici 36 minutes dans le nord de Londres, mais si tu ramènes. Je te demande même pas de ramener, je sais pas moi, qu'est-ce qui s'est vendu à 30 millions sur le marché des neufs pendant ce mercato-là. Mais si tu ramènes pas Victor Oliveira, je crois qu'il y a moyen de faire, je crois qu'il y a moyen de faire une autre seconde partie de saison quand même. Genre, tu as claqué 32 millions sur le plus mauvais joueur de ton effectif sur la phase retour. Et ça, c'est un virage qui pique. Et qui nuit au projet de base de d'avoir ramené Klose, Chancel, Gigot 6 mois avant, Bailly, Alexis Sanchez, patati patata. Tout le projet est top. Et tu mets 32 millions sur le truc l'élément de l'effectif qui va t'apporter le moins, quoi. Donc Bah, et c'est celui qui est censé être tamponné parce que ça reste le numéro 9, c'est ce qui valide ou pas un ouais, c'est projet ça, en fait. généralement. Et la frustration, je finis sur ça après, je vous jure, j'arrête le romançage sur Pablo. Le pire, c'est qu'au début de mercato, tu veux faire Trossard. Tu veux faire Trossard et que tu le fais pas parce que Modric, il va pas à Arsenal, donc il va à Chelsea. Du coup, Arsenal, ils peuvent plus, du coup, nanani, nanana. Donc tu te retrouves avec Vitinha ou le Trossard. Vitinha, là, il est au Genoa, il a marqué moins de buts que Ekuban cette saison. Et Trossard, c'est un starter régulier du leader de Première Ligue. Et Modric ne joue plus au foot et n'existe plus. Et Modric est blond. Est blond et c'est tout ce qu'on sait de lui à l'heure actuelle sur. Et bodybuildé, je crois. Et bodybuildé, pourquoi pas. Mais a priori, pas bodybuildé naturellement. Pas grâce à Basic Fit. Et c'est ça le plus gros problème de sa carrière ces dernières semaines. Et toi, Max, t'en penses quoi de si on doit faire un bilan Longoria? En fait, le mot frustrant que j'ai utilisé tout à l'heure pour vous poser la question par rapport à la Youth League, je pense qu'il va très bien au mandat de Longoria. J'aurais préféré qu'il reste directeur sportif, et on y viendra après parce qu'on va parler un petit peu du futur président, ou en tout cas de dessiner un peu les traits de ce qu'on aimerait en tant que président. Mais je pense que c'est cette inversion des rôles qu'il a un peu perdu, parce que il a toujours eu besoin d'un bras droit pour faire tout ce qu'il voulait ou tout ce qu'il pouvait faire. Il y a eu Ribalta, il y a eu Mehdi. À un moment donné, il s'est retrouvé propulsé à la présidence. Est-ce que c'était vraiment le bon moment? Est-ce que voilà, c'est pas le premier sa première erreur a été peut-être d'accepter ce poste-là qui est quand même un poste techniquement loin du sportif, même si aujourd'hui les présidents adorent se mêler un petit peu des recrutements, de qui va arriver, de qui va partir, C'est rarement une qualité quand c'est le cas pour les présidents. Et je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était un peu le baiser de la mort, cette promotion de directeur sportif à président. Et malgré tout, ouais, je pense que l'expérience nous a prouvé que ceux qui durent le plus longtemps sont ceux qui s'entourent le mieux et qui parfois mettent moins le nez dans les transferts. Mais lui, il aime trop ça. Donc si vraiment il aime trop ça et qu'il a une qualité pour faire du réseau, pour faire entrer, faire sortir des mecs, parce qu'il a fait rentrer et sortir des mecs de façon assez géniale. On peut penser ce qu'on veut du projet Oldegard, mais il y a quand même des noms qui nous ont fait bondir de notre canapé, ou il y a quand même des sommes de départ qui nous ont fait bondir aussi. Donc on peut pas dire que tout a été mauvais. Si tu pars sur cette stratégie-là, qui pour moi est pas viable à moyen ou long terme, mais c'était son idée, il l'a fait et il y a eu des coups brillants. Et en fait,
c'est difficile de regretter quelqu'un qui a utilisé son épée pendant 6 ans et qui meurt par l'épée sur la fin de son mandat. Parce qu'il a décapité des mecs pour rester Bien sûr. et il a été un génie politique pendant de nombreuses années pour passer entre les gouttes. Ouais, au petit Ramener. Parce qu'il y a pas que ça, tu vois. Il en a consumé qu'il avait lui-même ramené. L'équipe de United qui est maintenant à Lyon, Ribalta, Cardoz. Enfin, Benatia, il avait peut-être subir tout ce que subissaient les autres. Il s'est dit, bon, en vrai, lui, il va pas consumer tout le monde éternellement. Il y en a marre. Et Comme on vit, on meurt. Hein. exactement. Et peut-être ce qui va le plus me manquer, ou ce que j'aurais aimé voir un peu plus chez lui. Alors il l'avait dit extrêmement mal quand il parlait d'éradiquer la maladie, mais je pense qu'il était sincère dans sa façon de voir ce que devait être un club de foot performant à notre époque, que politiquement il avait quand même, il était écouté en France, il était écouté en Europe, où il est devenu écoutable en France et devenu écoutable en Europe. Et que avec Mehdi, et on en parlait la semaine dernière quand on faisait le vrai faux bilan de Mehdi, du coup, sur certains aspects du club, c'est plus sain aujourd'hui qu'avant. Et il a coupé quelques mauvaises herbes, il en a ramené d'autres, et c'est pour ça que son bilan il peut pas être génial. Mais je pense qu'il avait une vision, qui se défend. Mais Ouais, et en plus, voilà. c'est important de rappeler que contrairement à d'autres, pour le coup, qui de manière plus grossière, tu sentais qu'ils voulaient utiliser la fonction de président de l'Olympique de Marseille pour donner un coup de boost à leur carrière. Lui, on va pas dire qu'il est venu pour l'amour du maillot, mais je trouve qu'il était très respectueux de ce qu'est le club de Marseille, de ce qu'est la ville de Marseille, de ce que sont les Marseillais. Et ça n'empêche pas qu'il a quand même fait ça pour servir ses propres intérêts à la fin, et c'est tout à fait normal. Mais je trouve que la façon dont il a fait matcher ses propres intérêts avec les intérêts du club et de l'institution, ça a été fait de manière très saine et très respectueuse. Et je pense que lui-même a fini par s'attacher à l'Olympique de Marseille, et c'est pour ça que je pense que le bilan sera un peu plus positif que négatif pour beaucoup, outre les différentes frustrations que ça a pu générer, et des virages manqués dont parlait Opti notamment. Mais je pense que c'est cette qualité forte qu'il a su avoir. Et pareil, là encore, problème de communication, mais quand il fait une sortie pour alpaguer tout ce qui va être arbitrage, c'est extrêmement mal fait, mais c'est un débat qui doit avoir lieu dans le football français. Et ça a été le premier à s'élever de cette façon-là. Il n'a pas utilisé les bons mots. Il l'a utilisé dans un timing trop désastreux et trop virulent pour qu'il soit écouté Écoutez, des autres. Et surtout, ça faisait pas plaisir à tout le monde d'ouvrir le débat à ce moment-là, parce que y a que quand tu es concerné que tu veux ouvrir le débat de l'arbitrage. Mais il a pas fait que des mauvaises choses, et je pense qu'il a aussi été pris dans un engrenage qui l'a dépassé. Voilà. Le 6 sur 10, pour moi, il est bien. Plus, c'est trop, et en dessous, c'est pas assez, ouais. pas respecter tout le travail accompli, parce que pour le coup, c'est quelqu'un vraiment qui a bossé. Je dis pas qu'il a pas, à un moment donné, fait des écarts aussi, et que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont mangé sur le club comme avant lui et comme après lui. Mais il a pas tout mal fait. En fait, tu t'imagines bien plus le voir avec une meilleure note qu'une note en dessous. Genre, tu t'imagines pas lui mettre en dessous de 6, et tu te dis, il aurait pu avoir... Il n'était pas loin. Ouais, c'était pas... Mais Ce c'est pour qui ça que m'amène à la question. je serais pas étonné, non, pardon, c'est pour ça que je serais pas étonné de le voir bon président d'un très bon club Ouais, je pense que dans la le prochaine futur, pour étape, le ça coup. sera à voir où, mais franchement, je serais Je pas pense que étonné. la prochaine sera un peu trop short encore, parce que ce dont je parle, c'est un peu ce qu'avait Pape Diouf, hein, pour le coup, cette clairvoyance, tu vois, ce côté charismatique, et ces phrases que tu peux ressortir 10 ou 15 ans après, parce qu'elles ont été prononcées de la part de quelqu'un qui pèse et qui réfléchit tout ce qu'il dit. Bah, Longoria, c'est ce qui lui manque, et je pense que la prochaine étape, il sera pas encore prêt pour ça, mais que, peut-être d'ici une petite dizaine d'années, Alors, D'où la fameuse phrase il y a une semaine, enfin, on en a parlé la semaine dernière, mais qui date d'il y a 3-4 semaines,
de Roberto De Zerbi sera ou je veux qu'il soit le Diego Simeone de l'Olympique de Marseille. Mmh. 3 semaines après, les deux sont plus là. Non, En non. fait, non. Là, si tu fais la comparaison avec Pape Diouf, tu as un nouvel entraîneur à l'Olympique de Marseille qui est intronisé et qui le cite en disant que justement à Marseille, il ne faut pas essayer de combattre tous les feux parce que certains s'éteignent tout seuls. Et c'est une phrase qui qui est qui semble limite plus vraie 15 ans ou 20 ans après que ce qu'elle n'était à l'époque où elle était prononcée. Et j'ai peur que dans 15-20 ans, on retienne de Pablo Longoria le fait que 4 jours avant la fin, il voyait son entraîneur sur le banc de son club pendant au moins 10 ans. Ou en tout cas, il l'a dit. Ou en tout cas, il a fait l'erreur de En le tout dire. cas, il l'a dit. Ouais. Je crois pas qu'il le voyait, moi non plus. J'ai un doute sur la fin. Mais ce qui m'amène à la question. On s'était dit qu'on la poserait. Meilleur coup et moins bon coup de Longoria. Alors ça peut être du transfert, ça peut être d'autres choses. C'est vraiment, il y a potentiellement pas que du sportif d'ailleurs, que vous mettez ce que vous voulez derrière ça. On est des gens positifs, on a manqué un petit peu de bonnes nouvelles depuis le début de l'émission. On va commencer par le bon coup, le meilleur coup de Longoria selon vous depuis 5 ou 6 ans. Euh, Après, moi, je mettrais Tudor. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était une idée de Ribalta, mais bon, c'est quand même le mandat de Longoria. Mais pour moi, c'est Tudor parce que la situation avec le départ de Sampaoli le premier jour de reprise, elle est catastrophique. Si tu remets les choses dans son contexte, ça n'a aucun sens. Et lui, et après, en plus, c'est très à son image parce que c'est ce qu'on disait. Du jour au lendemain, il se dit, bah, je change totalement tout. Il change complètement de registre où c'était une équipe, voilà, qui était un peu plus patiente ou, enfin, qui a suscité beaucoup d'aspects négatifs vers la fin. Ben, il dit, ben, on change tout. On met un tout nouveau football qui est plus moderne, qui va plus correspondre à la ville. Et il choisit Tudor qui finit 8e, je crois, l'Hellas Vérone. C'est, je crois, le meilleur classement de l'histoire, enfin, de l'histoire récente de l'Hellas Vérone. Euh, et il te met Tudor et contre vents et marées et malgré tout ce qu'il y a eu enfin, la phase de match amicaux, enfin, l'image que suscitait Tudor parce qu'il a mis de côté Payet, enfin, tout ce qu'il y a eu autour. Ben, il a tenu le cap, au moins les 6 premiers mois, et ça lui a donné raison. Et c'est vraiment la dernière période où, enfin, je pense que comme beaucoup de personnes ont vraiment kiffé l'OM au point de se vraiment sentir représentés par une équipe qui les ressemblait. Et c'est là où il y a eu les plus grands faits, on va dire, de l'OM sur l'histoire récente avant cette victoire contre le Paris Saint-Germain sous De Zerbi. Et ce match de Coupe de France qui est le summum de l'OM, mais il y a eu les premières victoires en Ligue des Champions aussi. Donc, toutes ces petites choses, elles font que pour moi, c'était le gros coup du mandat de Longoria. Que dire de plus? Est-ce que bon, je vais pas reciter Igor Tudor parce qu'il a été cité. Du coup, ben, je vais continuer dans la ligne de ce qu'a dit Alba. Je vais reprendre un propos que j'ai déjà eu il y a quelques semaines, mais je vais dire Alexis Sanchez. Alors pareil que Alba, il y en a qui vont dire que c'était un coup de Ribalta. C'était lui le président, les gars, donc on va dire qu'on a crédité à Longoria. Alexis Sanchez parce que tu peux pas trouver un meilleur joueur en Europe à ce moment-là pour être le soldat de Tudor. En fait, il y a pas mieux comme vecteur de ton entraîneur à foutre sur la pelouse que ce mec-là. Moi, je me rappelle même de son entrée à Brest. Déjà, le premier match, les 30 dernières minutes, il remplace Milik. Et tu te dis, ah, c'est ça, un grand joueur, un vrai grand joueur, c'est ça, tu vois. Et pas un grand joueur selon, Un grand joueur en taille, quoi. ouais, un grand joueur en taille ou selon un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille qui en avait fait une lettre adressée à Jorge Sampaoli. Tu te dis c'est ça un grand joueur. Donc je dirais Sanchez, même si l'humain est pas très attachant, voire pas du tout pour le coup. Et je me permets de poursuivre parce que moi, c'est ce que j'avais noté aussi. Et ça va aussi rejoindre mon pire coup dans la question suivante. Mais Alexis Sanchez, c'est quand même extrêmement représentatif de ce qu'était Pablo Longoria. C'est-à-dire, il est capable de te ramener ce mec-là
qui est bien plus grand que le club quand il arrive, même s'il est sur la pente descendante, qui va te porter entre guillemets l'équipe ou en tout cas t'aider grandement pendant toute la saison, même quand le bateau tangue. Et à la fin, et en ça, on peut considérer que c'est l'un de ses plus beaux coups. Et la fin de l'histoire Longoria-Sanchez, elle est immonde parce que tout le monde se rejette la faute. Oui, j'ai proposé une prolongation. Non, il m'a pas proposé la prolongation. C'est le Chilien qui ment, c'est l'Espagnol qui ment. Ils se répondent par petits pics interposés sur les réseaux sociaux ou sur les médias un peu familiers de l'un et de l'autre. Et en fait, c'est tout ça Pablo Longoria. Et c'est ça qui va être dommage. Je trouve qu'il est assez représentatif dans ce qu'il était et dans son passage à l'OM. Il est capable de trucs assez géniaux parce que entouré, etc., Ribalta, tout ça, pas de problème. Et il est aussi capable de refoutre le feu à une maison qui vient de construire. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Sans doute des histoires d'argent ou des histoires humaines. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé avec Sanchez, mais comme on saura jamais vraiment ce qui s'est passé avec Camara, avec Rongier, Avec Pape Gay. avec Pape Gay, avec des jeunes, avec Mbemba, avec la liste est aussi longue de ce côtéla. Bah, Donc, le point. pour Et moi, c'est j'aime bien l'exemple, je sais pas si t'avais fini ton propos, Max, mais pour compléter, ouais. j'aime bien l'exemple que tu cites avec Alexis Sanchez parce que je trouve que ça représente vraiment parfaitement qui il était dans le sens où je pense que c'est un hyperactif en fait, tout simplement. Il a toujours besoin de bouger et de toucher à quelque chose. Et l'exemple Sanchez, il est parfait. Tu le prends la première année, ça marche du tonnerre. Pourquoi tu veux remettre en cause la situation sur la deuxième année? Enfin, ça devrait être un coup calculé en te disant que si ça marche sur l'année 1, il n'y a pas de débat, tu fais 2 ans avec lui. Et c'est ça qui montre le côté un peu parieur constant de Longoria, c'est que il a jamais de vision pour le coup d'après. Il excelle tellement, il a tellement de répondants, en fait, et il est tellement bon pour donner le change, pour réagir à une situation, qu'il a l'impression qu'il est dispensé de prévoir, il est dispensé d'anticiper. Honnêtement, moi, j'ai pas d'exemple. Bah, vous avez cité Tudor, forcément. Honnêtement, De Zerbi, c'est un très bon choix pour moi, même si encore une fois, c'était peut-être l'idée de Benatia. Je trouve qu'au moment où il le prend, c'est un très bon choix. Je vous vois rigoler, mais je le pense. Et j'avais peut-être cité en vrai Sampaoli parce que je, je trouve qu'il a mis à ce moment un coup de fouet à ce qu'est l'Olympique de Marseille. Et depuis ce moment-là, ça coïncide avec le Vélodrome plein et la série de 4 ans à guichet fermé quasiment. On avait une équipe vraiment moribonde avec Villas-Boas. On était retombé dans un OM que plus personne n'a envie de regarder, qui fait des matchs avec 0 tir cadré, etc. Et d'avoir ramené un entraîneur aussi, à l'époque, rock'n'roll que Sampaoli, avant qu'il ne devienne ce qu'il a été à la fin. Je trouve que ça a été peut-être le moment qui a un peu tout changé, qui lui a donné un crédit, qu'il a pu réutiliser de manière continue après et qui lui a permis de survivre aussi longtemps. Ah, mais au-delà du projet, au-delà de Sampaoli, cette année-là, c'est surtout tout le mercato, tu vois. Mercato là, c'est Sengo. Ouais, mais ça c'est après. Ça enfin le fait de faire venir Sampaoli dès le milieu de saison. Ah, le mi-saison de l'année d'avant. Ouais, pour construire la saison. Je pense que oui. Après tout ce qui vient après, je suis d'accord avec toi. Mais vas-y, t'allais faire une tirade sur Blank-Isender, fais-la. Genre Sengo, j'aurais pu le citer. J'ai failli le citer parce que franchement, le joueur, les 2 saisons qu'il nous a offert, je sais pas la mentalité, la personnalité. Le moment où il est un peu au placard sous Tudor, parce qu'en vrai, c'est dur de lui trouver une place dans le 3-4-2-1, mais qu'il arrive quand même à revenir et qu'au final, il est sur la photo il est plus que, il y a de très belles photos le soir de la victoire contre le PSG dans cette en Coupe de France. Donc, c'est plus ça, tu vois, quand je voulais rajouter ça à Younes, c'est au-delà de Sampaoli, c'est et le mercato qu'il lui donne avec les petits coups Luan Perez, Gerson. Bon, tu viens du Brésil, qui t'a plus là-bas, je te les donne. Saliba. Saliba, Guendouzi. Non, franchement, c'est là où il a gagné beaucoup de crédit, tu vois. Ça et la saison Tudor, il a gagné beaucoup de crédit et après, malheureusement, il a fait qu'en perdre. Transition toute trouvée. Quel est pour vous le pire coup? Ça peut être un coup de couteau dans le dos, ça peut être un coup mercato, ça peut être tout ce que vous voulez.
En vrai, il y en a beaucoup. Le pire coup, le truc qui vous a dégoûté le plus. Et alors là, la liste peut être longue. Je vais juste vous en demander un. Ou alors vous faites une longue liste d'1 minute, ou vous en choisissez un et vous faites 1 minute dessus. C'est comme vous voulez. Alors, j'aurais bien dit De Zerbi, mais comme l'a dit Younes, c'est sûrement Benatia. Donc, je vais pas je vais pas Non, citer De Zerbi. moi, j'irais pas jusque-là, quand même. Je Non, c'est mettrais une pas blague. Mendy. Franchement, ah, C'est une mais il y en a blague. beaucoup, hein. Mais par contre, si tu fais une liste, oui, si tu fais une liste, elle est longue. Parce que tu peux te Tranquille. De permettre de les toute mettre. façon, même si je mettais De Zerbi dans les flops de Longara, les autres flops prennent trop de place. Là, c'est obligé de citer Vitinha. Moi, je suis Oui. obligé de citer Vitinha parce que, en plus, j'ai été obligé de lui croire. Genre, le pire, en fait, c'est pas tant Vitinha. C'est que moi, pendant 6-7 mois, Vitinha, je dis non, mais, parce qu'en fait, je peux pas accepter. J'ai un biais d'inacceptabilité. Je peux pas accepter que mon club, il a mis 32 millions d'euros sur un mec comme Vosset. Parce que là, ça fait 2 ans qu'il est parti. Il sera plus jamais transféré déjà, on l'a vendu 16. Il sera plus jamais transféré à plus de 8-9 millions d'euros. Et moi, en fait, le coach de ma vie au 21e siècle après Bielsa, il était dans la course au titre et Pablo, il lui a ramené Victor Oliveira et il lui a dit, tiens. Et c'est dur de pas le mettre en numéro 1 des flops, hein, parce que. Après, ça s'est avéré être un flop. Je sais pas si au moment où il le fait, c'est réellement un flop pour le coup. Ah, mais Ben, il y a que ça qui compte, c'est le après. c'est une part de mystère parce que tout le monde se dit, ouais, il est dans une phase ascendante. Après, tout laisse à croire, bon, sans le dédouaner. Bon, après, si on commence à parler de cette période-là, on s'arrête plus. Mais tout laisse à croire que c'était pas la priorité. Mais, Vraiment. Mais ça pue. En fait, c'est ça qui est nul dans l'histoire, c'est que ça pue et c'est 32 millions pour un joueur de Braga, ça pue. Ça pue Ouais, et c'est étonnant que. le 29 janvier. Mais il y a quand même, enfin, il y a personne qui a dit, genre, c'est un nulard, tu vois, Vitinha. Ouais, Les Portugais, bah, ouais, tout le encore monde une l'a fois, je vendu, me quoi. rappelle très bien d'anecdotes que j'avais peut-être déjà partagées ici, ou en tout cas, je l'ai partagé sur mon Twitter. Mais à l'époque, quand je pose la question à des Portugais entre Gonçalo Ramos et Vitinha, bah, sur 8 personnes, je crois, ou 9 personnes, il y en a 7 qui me répondent Vitinha. Et on parle bien de Vitor Oliveira, pas Vitinha, qui joue milieu de terrain au PSG actuellement. Donc, c'est le jour où il signe à l'OM, hein, que j'ai cette discussion-là pour le coup. Donc, peut-être que je suis tombé sur 7 mauvais Portugais, mais j'ai l'impression que c'était pas Non, si choquant que ça à quel point il était nul pour tout le monde apparemment. en fait, j'ai les mêmes trucs que toi. C'est parce que moi, j'ai un collègue capverdien. Il me dit demande à ses cousins et ses cousins lui disent non, Vitinha, franchement, il est fort, tu as vu. J'étais au Cap-Vert justement et j'ai rencontré des Portugais quand je leur pose la question le jour où ils signent. Mais enfin, la réalité, c'est qu'après, il y a eu des matchs, quoi. C'est-à-dire que même l'un des buts les plus marquants que j'ai en tant que supporter, parce que c'est le 6/6 contre Lyon et que j'avais jamais vécu ça depuis très longtemps. Enfin, sur l'image du but, tu as Sanchez qui lui prend le ballon des pieds, qui lui dit cousin, pousse-toi. C'est moi qui vais aller marquer. Non, ne touche pas le ballon, toi. Toi, touche pas le ballon et ça finit au fond. Parce que et ça fait très très mal. Et c'est pour ça que je me disais, le coup, c'est là où je me dis tout à l'heure quand tu évoquais Sanchez, le flop max du départ. Je me dis, est-ce que ce mec, la recrutement de Vitinha, il nous a pas pourri jusqu'au point de se dire, en vrai, Sanchez, il va lui manger de la place, il faut qu'on fasse de la place à Victor Oliveira. Bah, Il va pas plus permettre Sanchez. c'est un peu, en plus, au début de saison, pardon, c'est ce qui donne l'impression, c'est que Vitinha, il enchaîne ce Marcelino. Bah, il enchaîne pas tous les matchs titulaires quand même, mais je crois qu'il en débute bien 2-3 facile, hein. Ouais, bah ouais. Et Ça, honnêtement, on avait entendu. Maintenant, avec une prépa, vous allez voir, tu vois. ouais. Je l'ai dit, hein. Je l'ai sûrement dit. Après 6 mois de Ligue 1, vous allez voir. Et moi, je l'ai potentiellement, sûrement cru, tu vois, aussi. dans une C'est ça, le attaque à pire. 2, Ah oui, Oui, voilà, potentiellement. on cherchait exact. tout. On cherchait des. Mais ouais, Il y avait des honnêtement, je sais pas. tentacules. Moi, je sais pas si je le mettrais en pire flop Ah, pour moi, le coup. Parce qu'encore une fois, si je te remets une compile là de Vitinha et on te dit d'arriver à Marseille, ce genre de neuf, c'est parce que c'est le prototype du neuf un peu bête qui, quand tout sourit, tout marche. Tu vois, il peut frapper du milieu de terrain, ça fait barre rentrante, frapper pied gauche sur un corner, décider de tirer le corner de son pied gauche et de l'extérieur du pied, ça va rentrer. Il y a un monde où tu te dis, il va tout brûler à Marseille. Si
il marque dès ses 2-3 premiers matchs et que ça va dans son sens, ça peut devenir un joueur qui rentre en fusion avec le Vélodrome. Et bon, honnêtement, je sais pas. Je crois à une histoire alternative pour Vitinha. Et ça n'empêche pas que c'est un joueur qui est quand même très 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 limité techniquement et qui est quand même pas très bon pour le coup. C'est pas sa réalité. Mais il y a un monde où il Mmh. fait 6 bons mois avec Braga, donc tu te dis dans sa lignée, il peut faire 6 mois explosifs. Et ça restera le joueur qu'il est devenu maintenant, parce que c'est sa réalité, je pense. Mais au moment où tu le prends, je sais pas, il y a un monde où les planètes s'alignent et Ouais, j'entends, hein, mais je crois qu'il y a surtout une histoire alternative où il finit pas pro. non, mais c'est pour ça que je te dis on est plus proche de son niveau là, mais tu le prends à un moment, Ouais, où je il est vois ce en que tu veux feu dire. pour le coup. Et un Vitinha en feu, il Ah, suffit qu'il te fasse que 3 mois en feu sur les 9 qu'il a fait dans toute sa vie, hein, finalement. C'était t'avais besoin que d'un tiers de ça, hein, c'est tout. je vois ce que tu veux. Mais du coup, c'est qui? Le pire coup? Honnêtement, je crois que je sais pas, j'ai pas Moi, si je de te laisse, moi, je te laisse, si je laisse le vas-y, Vitinha au petit, moi, je dirais la gestion du Carabio. Après, ça, c'est mon, ouais, je suis d'accord c'est avec mon ça. cas perso. Je trouve que ça a été tellement mal géré par tous les acteurs. Mais c'est très représentatif du mandat de Longoria. C'est, on fait des petites piques par-ci par-là, on fait des petites messes basses, on sait pas trop, on veut tout contrôler, mais dans le foot, tu contrôles pas tout. Et la manière dont ça s'est terminé, bah, ça, c'est pareil. Qu'est-ce que tu priorises? Bon, de toute façon, peut-être sur un petit topo sur ça, mais la fameuse institution, ouais, à quelle hauteur? Qu'est-ce qui est vraiment une institution? Qu'est-ce qu'on attend d'une institution? C'est ces petits trucs, moi, le Carabio, j'ai eu du mal à le digérer. Au-delà du joueur, hein, qui, je pense, aurait à apporter cette saison encore, mais la manière dont ça s'est terminé, c'est pas classe parce que t'en as fait, en gros, le plus gros joueur de ton mandat qui signe à l'OM. Au final, il est sorti par la petite porte. Je trouve que c'est assez incohérent avec ce que tu as essayé de véhiculer pendant 1 an. Je suis entièrement d'accord, hein, je te rejoins parfaitement sur Rabiot, je crois que c'est le pire coup aussi pour le coup. T'as foutu en l'air toute la continuité que t'as essayé de mettre en place et que t'as réussi vaguement à tenir, parce que continuité, t'as gardé ton même coach, mais le fait de pas garder le meilleur joueur de la saison précédente pour une histoire qui est arrivée dans un vestiaire de foot 1000 fois et qui arrivera sans doute encore 1000 fois dans notre vestiaire de foot, tout ça au nom d'une sacro-sainte institution que tu vas jeter en l'air 4 mois plus tard en quittant le Voilà, navire c'est pour ça, tout le tu vois. monde. Ouais, je pense que pour moi, c'est plus gros que Vitinha, ça va être C'est très ça, largement. c'est toujours le message que tu véhicules. Parce que un accident industriel, il arrive. Tu vois, bon, Vitinha, bah, c'est catastrophique, hein, l'accident. Hein, je vais pas le Ouais, bien sûr. minimiser, hein, parce que tu as sûrement raté un titre à cause de ça. Mais on va dire, tu finis toujours par te relever d'une catastrophe financière. Tu finis toujours par te relever. Sauf quand tu es la Juventus et que tu mets 100 millions sur Cristiano, t'as pas de titre, bref. Mais là, ça va, à la hauteur de l'homme, finiras par t'en sortir. Mais là, tu as tellement fait avec Rabiot, en le propulsant, en disant oui, c'est un international français. On l'a pris vice-capitaine de la Juventus, ancien parisien. Tu as tout créé un truc autour de sa signature que c'est devenu en gros, tu avais Benatia, directeur sportif, tu avais De Zerbi, l'entraîneur du projet, tu avais Rabiot, le, le, le porte-étendard du projet sur le terrain. Et tu as tellement fait pour qu'à la fin, ça se termine comme ça. En fait, c'est tout Longoria, ça. Au Bah début de oui, l'histoire, c'est toujours le génie parce qu'il a la bonne idée, et à la fin du film, c'est toujours le con de l'histoire. bah oui, Et il y a des personnages qui sont totalement à l'inverse. C'est-à-dire que quand tu les vois, ils payent pas de mine, ou tu peux penser naïvement que c'est eux les cons de l'histoire, et l'histoire leur donne toujours raison pour le coup, et c'est toujours eux les génies à la fin. Bah, Longoria, c'est l'exact c'est le opposé. contraire. C'est le génie du début qui devient le con de la fin. Exactement. Et Franchement, moi, je vous ça rejoins à 1000% rejoint. sur le propos, mais sur Rabiot, enfin, pour moi, Rabiot, on est des, genre, Pas pour les mêmes raisons. Toi, tu le veux pas non, sur le non, plan non, du jeu. non, non, même pas, je parle pas de ça, parce qu'au final, la saison la saison va pas dans mon sens, tu vois. La saison aurait réussi, j'aurais défendu ce truc-là. Je le pense toujours, mais la saison a viré, donc je vais pas continuer à l'affirmer. Mais, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, Longoria, on est déjà dans la période où Longoria, il a disparu, genre. Il est là de temps en temps, tu l'as un peu entendu sur le sujet. Bah, c'est ça le problème alors. C'est une décision de Oui, parce président. que Là, si, ce si, truc-là, c'est une décision de président. C'est pas le directeur sportif qui décide à ce c'est moment-là. ça, et C'est il reste lui le l'institution, il garde garant tout. de l'institution au final. C'est lui le garant, c'est lui qui a la décision finale. Exactement. Parce que si Benatia et De Zerbi ils disent non, ça le fait pas, il dit ah mais vous êtes sérieux pour une broutille
dans un vestiaire, on le vire. Je dis, les gars, on redescend, on le met au placard peut-être une semaine, on fait sortir Raw parce que de toute façon, il va nous ramener de l'argent. Et par contre, Rabiot, il bouge pas. Et l'affaire, elle est classée, tu vois. Ouais, Mais c'est au vrai. final, on a pris une tournure. Mais, si lui, il est d'accord avec ses directeurs sportifs, son directeur sportif, son entraîneur, que oui, il faut le tège parce que si, parce que ça, mais il est autant ridicule que les deux autres. Non, c'est vrai. On est convaincu. Moi, ça rejoint un peu parce que j'avais noté 2 trucs pour le flop entre guillemets de Longoria. Et pour moi, il y a un flop récurrent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les fins d'histoire sont mauvaises. Pour les joueurs, or pour nous déjà en tant que supporters, toutes les fins de saison sont presque. Il y en a certaines qui sont sympas sous Sampaoli, mais c'est un contexte. Sous Tudor, t'as des regrets. Marcelino, bah voilà. Gasset, c'est sympa, mais t'es tellement loin de ce que tu imaginais. Donc il y a toujours des regrets, mais c'est surtout, j'ai l'impression que aucun joueur qui est passé dernièrement à l'OM n'a donné son plein potentiel et repart avec plus de bons souvenirs que de mauvais. À chaque fois, à la fin, ça se termine mal. Longoria n'a jamais réussi, ou alors dans de rares cas comme Renan Lodi ou des cas extrêmement Ouais, proches, mais j'ai l'impression que beaucoup de joueurs qui sont passés ici sont partis en très mauvais termes. Je pense à Gerson, je pense à Guendouzi, on peut Bakambu, lister Klose, Mbemba, Bakambu, Rabiot, Jonathan Rowe, même En si fait, je c'est crois pas qu'on peut exprimé pas en de. citer dans l'autre sens, en fait. C'est ça le pire. Et en fait, je réfléchis dans l'autre sens. Des mecs qui disent, tu sais, qui 34e journée, un tour de stade, tous les virages qui l'applaudissent, et à la fin, Paganelli au micro, merci Pablo, c'était 4 ans génial, je m'en vais vers mieux. Et Luis Enrique, allez, bah non, ça se grand finit même, max. et ça se Il a, finit même pas comme ça pour le coup. William et ça se Saliba parce finit qu'il même est pas très prêté. bien. Ouais, il y a Saliba, Bouba. Mais Bouba, le pire, c'est que Pablo, en vrai de vrai, s'il avait pu choisir, il fait pas le pari de faire la saison avec lui en fin de contrat. Il le dégage Ouais, je pour pense. 12 millions à Ouais. Bournemouth, alors que ça aurait été une dinguerie. Il y a Sengo, mais il a pas le tour de stade. Mais Sengo, en vrai, il part au bout de 2 saisons bien faites. Mais c'est pareil, il aurait pu rester encore. Ouais. Il part parce que tu fais des paris, parce que tu recrutes à sa place, à sa Bah, position, au et final, tu il prends peut encore Ismail être Assar largement à sa place pour jouer dans un 4-4-2. Mm. Sauf que bah, le mec du 4-4-2, il se barre très vite et tu reviens à un 4-3-3 où Django avait l'habitude de briller. Donc, c'est délicat. Hein. honnêtement, C'est sur la délicat. saison que tu fais juste à l'énergie et au talent, sur cette 2023-2024 là, avec Gattuso, etc., un joueur comme Cengiz Under, quand même, on est d'accord que tu fais la saison avec lui, ça te change quand même drastiquement la donne. Mais Et tout le à l'heure, tu paradoxe, c'est que, parlais d'une pardon, mais juste pour finir, Vas-y, vas-y. c'est qu'en plus, il part en Turquie, qui a un marché qui ferme plus tard en septembre, donc il aurait pu survivre à Marcelino, tu vois. Je vais même dire, tout à l'heure, je parlais d'une réalité alternative pour Vitinha. Moi, j'ai une réalité alternative où Shengo, il fait 4-5 ans à l'OM, genre où il est toujours à l'OM là, et il aurait quoi? Parce qu'il est plutôt jeune, je crois, il aurait 30 ans. Et où il a pas de phase descendante, parce que la Turquie, on a beau dire que le niveau du championnat s'améliore, qu'ils ont beaucoup plus d'argent. En suivant ça de loin, t'as toujours l'impression que c'est un championnat où les mecs, pendant 3 mois, ils peuvent disparaître, puis revenir. C'est un championnat où les mecs t'as pas une carrière linéaire quand t'es en Turquie, je veux dire. Je pense que ça suit les paiements en fonction de si ton Ouais, salaire est payé et pas t'es tout bon. à payer, donc, en vrai, ouais. Il y a rien de plus logique à ça, tu vois. Et je me dis, Sengo, même s'il a un peu baissé depuis ce moment-là, s'il reste à l'OM, je pense qu'il peut t'offrir 3 ans du même niveau que ce qu'il t'a offert les 2 années d'avant. Et au rang de l'OM, Et puis c'est même, ultra fiable. Hein. et puis même au petit, et Il puis va sur ses même, 29 ans, pardon, juste petit point, Alba. et puis même, on parle toujours, on en revient à la fameuse institution. Un mec qui t'a offert 2 saisons pleines, que t'as payé 10 millions, 12 millions, même si il a une période de moins bien, il va un peu sur le banc. Le mec, il a pas d'ego, il va pas te faire chier. Laisse-le. Laisse-le sur le banc. Au pire, il va baisser un peu de régime, c'est pas grave. Il te sera toujours utile. Et au pire des scénarios, ça devient une doublure. Au pire des scénarios. Mais la doublure, elle t'a déjà fait 2 saisons pleines. Elle te fait 2 saisons moins bien. Mais en sortant de bas, il te fait une saison à 5-6 buts, 4 passes D.
ben, tu content. Et puis, tu te diras, ah ben, c'est ça aussi l'institution. C'est avoir des mecs qui ont été bons. Ils ont été déclassés parce qu'il y a meilleur. Et on les a mis sur le banc. Ils ont toujours fait le travail. Et après 4 ans, le mec, il part. Service rendu, il part libre. Ou il part pour 4 millions à Fenerbahçe ou j'en sais rien. Mais dans le fond, sportivement, t'as rien perdu. Les supporters, ils sont attachés à des joueurs. Et puis, tu peux parler vraiment là d'institution avec le respect des joueurs. Mais bon, on a pris Et une le autre mec direction. a 200-250 matchs chez toi, ce qui arrive plus jamais. Que dans 10 ans, quand on lui posera la question, il dira Marseille, c'était génial, exceptionnel moment de ma carrière. J'ai pas l'impression que ça va arriver. J'ai l'impression que là, Exactement. on a une génération depuis une dizaine d'années, un peu moins maintenant, où les mecs, quand ils évoqueront le passage à Marseille, ils vont dire ouais, bah c'est 1 an de ma carrière. Et puis j'ai été lourdé ou j'ai voulu partir parce que ça n'avait ni queue ni tête. J'ai connu 3 coachs, je suis resté 1 an et demi. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est aussi l'ère Pablo Longoria. Exactement. Et Yes. j'avais un tout petit dernier mot qui, pour moi, représente le flop au niveau de l'institution. Et vous avez le droit de pas être d'accord parce que c'est un sujet ultra clivant et on va pas faire 1 heure dessus parce que c'est des débats qu'on a déjà eus, pas ici, mais qui sont inflammables un peu sur les réseaux. Pour moi, l'un des flops de Longoria, c'est d'avoir ramené Greenwood. Chacun pensera ce qu'il veut sur le sujet, pas tant pour le joueur, parce que quand tu es vice meilleur buteur puis meilleur buteur sur tes 2 années, on, même si t'es pas toujours très bon, on peut pas dire non plus que c'est un flop, mais pour l'image et pour tout ce que ça peut représenter, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Et surtout, ce qui m'a déplu, c'est les contorsions pour une réhabilitation. Voilà. Ouais, Je ça trouve que s'entend. l'OM a perdu beaucoup sur ce truc-là. Ça s'entend. Et, Ça sent. je trouve que c'est assez recevable quand tu as fait l'éloge de, encore une fois, c'est toujours pareil, de l'institution. C'est jusqu'où tu es une institution. Est-ce que tu es une institution au point où ben, tu te tords quand le sportif peut être un upgrade et tu te dis, bah, ben, lui, il a fait ci, il a fait ça, mais moi, le sportif prime, donc je passe outre. Ou alors tu es une institution au point où tu te dis, un joueur qui a eu on va dire un pépin judiciaire, un gros pépin judiciaire même, tu l'imagines pas dans ton paysage. Donc c'est ça la question de l'institution, jusqu'où on est une institution ou pas. Mais Demande au moins pardon. Va voir 1 ou 2 associations. Fais mine d'être Ouais, concerné par ce qu'on te reproche. ben, au final, c'est ce Mais qu'a fait bon, après, Manchester, ça, c'est hein. un débat. Ben, c'est ce qu'a fait Manchester, où Manchester voulait clairement qu'il revienne. En tout cas, le sportif voulait qu'il revienne. Puis il y a eu Ouais. un sondage qui a été fait en interne et la majorité disait que non, on voulait pas être représenté par que Greenwood devienne, enfin, sur la représentation de Manchester. Et ça s'est pas fait. Et finalement, on l'a sorti à la première possibilité. et surtout dans le rapport à l'institution que disait Alba, c'est que au-delà de se placer sur le terrain de est-ce que tu crois en la rédemption, est-ce que tu crois en la deuxième chance, patati patata, tu sais que c'est un truc qui va faire débat et tu sais que tu vas entacher l'image du club. Et quand tu as été quelqu'un qui a voulu défendre le côté institution, te dire bon, vas-y, je vais mettre une tache de caca sur le blason, mais c'est pas mon problème, il va me faire gagner des matchs. Je sais pas. C'est dur à entendre, tu vois. C'est pas Je très pense, institution. genre, moi, pour revenir sur le truc, genre, en fait, ça me déplaît dans le sens où tu pourras jamais être lavé de ça. Genre, tu resteras toujours ce truc-là, on t'en enlèvera jamais et tu pourras rien y faire. Genre, ça y est, tu es le club qui aura relancé Mason Greenwood. La seule chose qui pourrait un peu te défendre, c'est c'est qu'après tout le monde le récupère. Ah, vas-y. Oui, ça, c'est ça le truc, c'est que moi, je pense que Mason Greenwood, sa carrière, elle est loin d'être finie et qu'il va rebondir après, pour le coup. Et je pense que j'aurais plus honte d'être le club d'après que d'être l'OM, pour le coup. Bah, ouais, où chacun se partagera un petit bout Oui, bien sûr, de oui, après, honte. oui, on parle d'un niveau Mais de oui, honte très élevé, encore une fois, mais et on n'est pas, et je ne doute pas des Anglais quand ils disent qu'ils n'en veulent pas en équipe nationale. On verra aussi. exactement. C'est peut-être pas figé autant que les Anglais veulent le dire. Exactement. Si on parle un petit peu du futur
avant d'évoquer en 3 minutes le match de Brest. Quel est pour vous le profil ou en tout cas les qualités qu'il faut pour être un bon président et un bon président à l'Olympique de Marseille? Et je vous pose cette question-là parce que quand on a discuté du conducteur, moi je me suis dit c'est intéressant d'avoir votre avis parce que j'en ai déjà discuté avec certains présidents de Ligue 1 pour le coup et des anciens, qui étaient pour le coup des chefs d'entreprise qui sont devenus présidents par passion et pas les présidents actuels, mais tous ont dit bah en fait on a pris une claque parce que c'est pas une entreprise banale, parce que tu gères pas tes salariés de la même manière, parce que être président d'un club de foot, c'est avoir des compétences sportives sans trop rentrer dedans, avoir des compétences financières et de gestion obligatoires. Donc c'est quand même des profils un peu particuliers. Et il n'y a pas de... Parce que on peut Enfin, ça fait aussi écho à ce qui a été annoncé hier avec Pauline Gamère, dont le nom est sorti pendant 2 heures et qui a été derrière démenti. Mais il n'y a pas d'école de président de foot. On peut pas devenir un bon président de foot. On peut devenir un bon coach, on peut devenir éventuellement un bon scout, ce que vous voulez. Mais président d'un club de foot, ça s'apprend pas. Donc pour vous, quel est un peu qu'est-ce qu'il faut? Bah, Pour... j'ai Vas-y, une petite Younes. idée un peu Vas-y, vas-y. de ce que pourrait être le président de l'Olympique de Marseille. Et de manière générale, même sur la comparaison avec les chefs d'entreprise, je pense que eux, la claque qu'ils ont pris, c'est celle-là, c'est que ils ont fait l'erreur de vouloir transposer et de calquer ce qui se fait dans l'entreprise au monde du foot. C'est un monde qui est complètement à part, c'est un monde où tout est décuplé. Et autant tu peux transposer ce que tu as appris dans le monde du foot, tu peux transposer dans le monde de l'entreprise et ça te servira. L'erreur et l'inverse, pardon, est une grave erreur qui peut te mener à ta perte, je pense, et beaucoup de présidents peuvent en témoigner. Déjà, le simple fait que tes joueurs soient plus riches que toi, pour le coup, que tes employés dans le monde du foot soient plus riches que toi en tant que président, c'est un élément à prendre en compte. Pour en revenir à ta question, Max, je pense que après tout ce qu'on a vécu avec Longoria, j'attends d'un président de l'OM qui soit imperméable au sens qui ne se laisse pas absorber par le contexte et qui soit capable de tenir un cap clair. Donc je vais pas reprendre ma tirade sur Longoria parce que je pense que le président de l'OM doit être tout l'inverse de ce qui est là. Il y a beaucoup de personnes et de supporters qui pensent que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille doit avoir un calme olympien, que c'est important d'avoir quelqu'un de raisonné sur le banc, etc. Moi, je pense pas. Je pense que tu dois avoir un entraîneur qui a un peu la fougue d'un De Zerbi, d'un Sampaoli, d'un Bielsa. Je pense que moi, je suis plus proche de cet entraîneur-là que d'un Marcelino ou d'un Villas-Boas, par exemple. Et justement, j'estime que ce niveau de calme doit être à l'échelle du président. Et déjà, s'il arrive à avoir ces deux qualités-là, pour le coup, je pense qu'on sera pas mal. Ouais, moi je suis d'accord avec toi sur le côté imperméable. Je pense que au vu des dernières semaines, derniers mois et voire même dernières années, on a vu que vouloir dompter, on va dire, le contexte marseillais, je pense pas que ça soit la meilleure idée. De vouloir dire moi j'ai la solution face à cet environnement-là et qu'il faut faire telle chose, telle chose. Je pense pas que c'est le meilleur parti à prendre. Genre, vraiment, vraiment pas. Je pense qu'il faut quelqu'un qui connaisse l'environnement, qui soit pas déconnecté, comme ça a été le cas avec Héroï d'Acier. Donc, une personne des médias qui vient, qui est propulsée en tant que président, ben, se rend compte que Marseille, c'est pas que des fous excités qui pensent qu'à couper la tête de l'autre. C'est aussi des gens qui aiment le club et qui vouent une passion qui est peut-être démesurée pour le club. Mais j'ai envie de dire, les Marseillais, ils ont pas grand-chose à part l'OM. Donc, il faut comprendre que l'OM a une grande part dans le quotidien. Donc, une personne qui connaît cet environnement-là et qui est en mesure de comprendre les rouages de Marseille. Moi, si on revient sur le nom de Pauline Gamère, moi, que je connaissais pas tant que ça, mais moi, j'apprécie le fait qu'elle connaisse l'environnement marseillais et qu'elle ait peut-être ce recul sur ce qui marche à Marseille, ce qui marche pas, et essayer de s'imprégner. Vu qu'elle le connaît, il n'y a pas besoin de s'imprégner, mais faire des petits ajustements et qui permettent, voilà, d'avoir cette hauteur-là et d'apporter un plus, parce que, moi, aujourd'hui, elle a besoin de quelqu'un qui connaît le foot, mais qui connaisse avant tout l'environnement, et ça, je pense, c'est le point primordial avant tout. Moi, pour répondre, je serais incapable de dresser le profil le parfait.
Parce que comme pour l'entraîneur, tu vois ce que disait Younes, je le rejoins. Genre, je préférais un volcanique qu'un calme. En vrai de vrai, tout ce qu'on veut de la part d'un entraîneur, c'est des résultats. Et pareil pour un président, on veut que le club aille de l'avant. Alors, quel profil il faut pour que ça aille de l'avant? En vrai, non, je suis pas d'accord. On veut pas que des résultats, hein, Thierry. Enfin, pour apprécier l'entraîneur, je veux pas que des résultats. Non, mais sur le tempérament, enfin, tu veux des résultats et du jeu. Après, qu'il soit stoïque ou qu'il soit volcanique, franchement, ça me fait. Ah, en vrai, ça, par exemple, Marcelino, c'est l'avis que j'avais eu sur lui dès le début. Je pensais qu'il pourrait avoir des résultats et bah, tant mieux, je vais voir mon club gagner. Hmm. Mais je l'ai tout de suite su, c'est l'inverse du coup de foudre, quoi. Je savais que jamais de la vie on allait s'aimer. Ah, oui, oui. Oui, oui. Mais ouais, tu t'attaches pas je vois le côté affectif, tu l'auras pas, quoi. Alors que t'aimes bien t'attacher aux gens qui te représentent, j'entends. Mais pour revenir au président, je vais dire un truc tout bête, hein. Mais soit, en fait, je me dis qu'il faut que le modèle, il change. Genre que arriver à un modèle, je sais pas moi, comme Porto ou Arsenal Arsenal. Je sais pas pourquoi je dis Arsenal, peut-être parce que je l'ai sous les yeux. Barcelone, où en fait, il faut que le Marseillais il a sa part de décision parce que sinon tu vas tout le temps être dans un état de recommencement où tu vas vouloir les scalper ou dès que ça va pas marcher, tu te dis ouais mais encore un pitre, encore ci, encore ça. C'est le modèle, il peut plus. Ça fait tellement d'années d'échecs, tellement d'années de visages qui se succèdent, tellement d'années de lamentations. Rendez-nous le club à une part, on va pas l'acheter ou on pourrait l'acheter, je sais pas moi, un modèle Sochaux ou j'en sais rien. Mais l'OM doit se réapproprier son club. C'est plus. Là, c'est le dernier épisode qu'on a vu. On en a parlé deux épisodes d'affilée. On en a marre en fait. On en a marre. C'est comme l'a dit Alba, le club il prend beaucoup de place dans cette ville et la place qu'il prend par rapport à ce qu'il nous donne, c'est plus possible. Genre, on arrive à un point de non-retour. Et est-ce que du coup, pour vous, un profil potentiel, c'est un ex-dirigeant de foot type Julien Fournier, qui en plus est passé à un moment donné par l'OM, un ex-joueur type Marc Keller, fut un temps, hein, mais qui est derrière revenu à des amours locaux et qui a remonté son club. Est-ce que c'est un vieux de la vieille? Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est potentiellement Benatia? Ça, Alors, je pense pas pour le coup. je vous vois rire. Moi, je pense pas, parce que je pense pas qu'il va y aller. Et Parce je pense pas que que ça l'intéresse lui-même déjà de toute façon. déjà, mais je pose la question parce que en fait, les premiers débats qu'il y a eu sur son poste agrandi ont laissé entendre que désormais il était le seul chef dans le navire et que un peu le poste de président n'avait plus d'importance. Or, je pense que dans un football français en crise, dans un football français qui a besoin de têtes d'affiche et de gens qui œuvrent dans le même sens, il faut des gens qui ont une autre expérience et que celle d'un joueur. J'entends des expériences pas politiques, mais un petit peu des expériences d'instance, des expériences à ce niveau-là. Ce que n'a pas Benassia, et une diplomatie, et je ne dis pas que Mehdi n'est pas diplomate, je dis juste que la diplomatie s'apprend aussi parfois loin des terrains, et que un profil de diplomate avec un ancien joueur comme lui en tant que directeur sportif est peut-être un combo et un mix intéressant si tout le monde travaille main dans la main. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est plus, enfin, c'est pas tant le profil type d'un président qu'il faut dresser, c'est plutôt l'alchimie qu'il faut dresser entre un entraîneur, un directeur sportif et un président. Et pour le coup, autant j'ai bien aimé l'idée d'avoir un trio comme De Zerbi, Benatia, Longoria qui travaillent ensemble de concert et qui soient liés les uns aux autres. C'est quelque chose que je peux accepter et qui, je pense, peut être très bien. Le seul bémol et ce qui peut être le revers de la médaille, c'est quand justement tu as 3 tempéraments assez similaires. On a déjà évoqué ça plusieurs fois, on va pas le refaire. Je pense que si tu as un modèle où tu as vraiment une complémentarité très nette et très marquée entre les 3, c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui peut faire que l'OM redevienne un grand club. Parce qu'on en est là, du coup, on en est là à devoir espérer de redevenir un grand club depuis 15 ans. Un grand club, exactement.
Et je me permets juste de préciser, quand je parlais de diplomatie, pour ne pas que ce soit mal compris et qu'on me fasse une Wilou dans les prochaines On heures sera sur le là pour te protéger, Max. T'inquiète pas. ouais, non, mais maintenant, on fait attention à ce qu'on dit parce que ça prend vite le feu sur les réseaux. Je ne disais pas que Mehdi Benatia n'est pas diplomate. Je ne remets pas ça en lien avec un niveau d'études ou quoi que ce soit. C'était pas du tout mon idée. C'était de dire que, par exemple, Olivier Létang est devenu un requin des institutions en reprenant derrière un cursus qui l'a amené à devenir un requin et à ne plus être simplement d'avoir le flair sportif, mais d'avoir aussi la façon d'intégrer une commission, la façon de faire du lobbying au national et à l'européen, et pas juste de défendre des intérêts très personnels et locaux, comme Mehdi saurait sans doute déjà le faire s'il était amené à prendre Je sais pas une si le voie parallèle avec d'institution. Olivier Létang sert le propos que tu voulais à la base servir, Max. Mais après, pour le coup, Olivier Létang, lui, a suivi un parcours universitaire après ça. Donc, c'est la preuve que c'est une Bah, dimension assez importante qui mais ne s'acquiert en pas. fait, quand je parlais de diplomatie, c'était pas forcément dans les traits de caractère. C'était juste de capter comment ce monde de puissants Bien sûr, oui. fonctionne, Quels sont les codes, bien sûr. et quels sont les codes à adapter pour grandir et pour justement que ce que tu dis ne va pas être retenu contre toi et être entendu, etc. Et je dis ça aussi parce que c'est un autre contexte et c'est fois 10 000. Mais j'ai lu ce qu'a fait Revue 21 sur le parcours de Nasser, avec toutes les erreurs qu'a faites Nasser en début de carrière politico-sportive et tout ce qu'il a dû mettre en place pour devenir ce roi du lobbying et ce prince du sport et du monde économique et politique qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, c'est un travail de longue haleine. On peut pas Bien juste sûr. arriver en tant qu'ancien sportif et de dire, bah, j'ai connu J'étais au X Bayern. ou Y club et je vais manger tout le monde politiquement et dans les couloirs. Ça n'arrive pas. Regardez House of Cards pour comprendre un peu que c'est difficile de nager dans ce genre d'eau. Voilà. Effectivement. J'espère putain que j'ai été très clair parce que je vois déjà les mentions dans 3 heures. Non, t'inquiète, on sera là pour te baquer. Et effectivement, peut-être qu'on fera une capsule sur ce propos-là. Exact. Non, mais faites une capsule quand je dis Mehdi Benatia n'est pas diplomate. Hop, on Peut-être coupe. qu'on taguera Willou également. À voir. Est-ce que on passe à Brest? Bah oui, avec plaisir. Moi, pour le coup, j'avais préparé des notes pour le match. J'étais prêt à débriefer Brest. Je pensais que ça allait prendre plus de place dans le conducteur du jour, mais Je me suis dit, premier degré, je me suis dit, regarde-le avec intérêt. Et je me suis mis dans les bonnes conditions chez moi pour bien le regarder. J'avais bien prévu mon vendredi soir pour être tranquille. Et j'ai vite déchanté. Et j'ai vite fait autre chose aussi. ça s'entend. Ça s'entend. La deuxième, c'était d'un œil. Mais ma première question, alors déjà, bon, on n'a pas débriefé l'arrivée d'Habib Beye, mais on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière, notamment de son duel au sommet avec Eric Schell pour la place. Mais on est bien d'accord que ce match-là à Brest, bon, on peut lui incomber quasiment rien, et que ça, c'était un match pour les joueurs, pour voir un peu ce qu'ils avaient dans le bide, pour voir un peu s'ils avaient un peu d'amour-propre et s'ils étaient capables d'aligner 3 passes et de gérer leurs joueurs. Et force est de constater qu'ils ont soit pas les capacités, soit la tête à l'envers, mais que ça n'a pas été le cas. Soit les deux. Sur les deux. Et Ouais. en vrai, Pour les deux, oui. Ah oui, j'ai même envie d'aller pour les deux, mais j'ai même envie d'aller plus loin pour le coup, mais je pense que le résultat sert parfaitement la cause d'Habib Beye parce que il aurait pu arriver après ce match et demander à arriver après ce match, justement pour laisser les joueurs faire et faire mesurer l'ampleur de la catastrophe dans laquelle on est avant d'arriver. Là, il arrive, au final, il avait même pas 36 heures aux commandes, donc on peut rien lui imputer. Mais là, on a vu ce que les joueurs peuvent faire tout seuls, le fameux autopilotage ou etc. Enfin, les joueurs qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont assez forts pour gagner des matchs tout seuls. On a vu à quoi ça ressemblait. Lui arrive dans la position maintenant où il ne peut, entre guillemets, que faire mieux. Et donc, on ne peut lui attribuer que des mérites s'il arrive à faire un temps soit mieux. Moi, honnêtement, le match, je l'ai pas du tout aimé. Encore une fois, j'étais très vigilant sur le début de match
et j'étais curieux de voir par quel bout on allait le prendre parce que, on a eu des choix forts quand même qui ont été faits. On a eu le retour de Vermieren, on a un retour avec une composition en 4-3-3 que beaucoup appelaient de leur vœu et déjà sur le moment de la compo, j'ai l'impression j'en veux un petit peu à B-Bay. C'est le seul point, sur lequel je peux lui tirer, un reproche. Il y a 2 choses. Il y a déjà le fait de ne pas avoir de Parca alors qu'il fait un temps de chien à Brest et le deuxième point, c'est d'avoir fait une compo que je juge démago pour le Oui. coup, Alors, parce si que je peux me permettre, vestimentairement, on a quand même gagné par rapport à De Zerbi en termes de prestance. alors ça, je suis entièrement d'accord, ça n'empêche pas qu'on respecte les élémentaires, Ouais. savoir que s'il pleut et qu'il fait froid, j'ai une doudoune de circonstance avec une capuche, On pas aura une veste, besoin d'un coach qui n'est pas malade, effectivement, pas une dans les veste prochaines pas une semaines. veste beige, en tweed ou simili-cuir ou je ne sais quelle matière, fancy. Toujours est-il que la compo, pour en revenir à ça, je la trouve très démago pour le coup, le retour de Vermieren dans le 11, alors très bien, hein, pour le coup, mais bon, c'est pour sortir à la mi-temps, je pense que tu renvoies un message en peut-être pire que si tu ne l'avais pas mis. Le retour à la défense à 4, pourquoi pas? On a déjà joué à 4, je le redis, et je pense pas que ce soit l'élément qui va te faire changer ta saison. Mais le choix de Pavard, je le comprends pas. Pourquoi Pavard et pourquoi Medina sur le banc? Alors qu'encore une fois, Medina, pour moi, c'est un des joueurs qui te permet, d'être un garant de la grinta et de l'énergie que tu dois apporter dans un match pour le gagner. De surcroît sur un match que tu dois gagner à l'énergie comme à Brest. Et voilà, c'est mes 3 points principaux sur lesquels, je peux faire des reproches à Brest. Après sur le reste, les joueurs nous ont montré encore une fois que, c'était ah, c'est pas que c'était pas des bons joueurs, parce que c'est une question de contexte sans doute, mais qu'ils avaient grandement besoin d'un coach quand même. Oui, ils ont besoin d'un coach et ils ont besoin de enfin, je sais pas, bon, a priori, là, ils partent à Marbella pour se ressouder, encore une fois. Peut-être qu'ils en ont besoin à l'instant T pour aller au bout des objectifs. Mais, moi, comme toi, Max, hein, j'ai regardé, le match avec beaucoup d'espoir, même si je savais qu'il y avait que quelques heures de préparation et que, voilà, il y allait pas avoir de conclusion à en tirer. Mais j'étais quand même curieux de voir, qu'est-ce qu'on allait proposer. Et bon, la deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai regardé d'un œil. Mais j'ai trouvé quand même que ça partait avec du bon. Il y avait de la volonté d'être proactif, de faire des choses. Et puis rapidement, tu te rends compte que, bah, cette équipe, a des gros soucis individuels sur le secteur défensif. Parce que le but, c'est certes une succession, je sais même pas si on peut dire d'erreurs, mais plus, je dirais plus d'approximation de chacun. Ça va de Weah qui, voilà, qui se fait un peu, qui perd son, enfin, je sais même pas si on peut dire qu'il perd son duel, mais il sort du terrain et il rentre, mais au final, en rentrant, ben, il couvre tout le monde et ça fait but. Mais au-delà de ça, tu peux pas même pas lui mettre la faute parce que le but, c'est avant tout un duel dans la surface qui est perdu lamentablement par un des central. Et ça, c'est tout ce qu'on mettait en avant depuis un moment, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu es toujours lâché par un joueur, 2 joueurs qui font des erreurs ou qui vont perdre des duels charnières et qui font que tu vas prendre un but à la con. C'est tout le temps la même chanson et sur ce match-là, ben, ça a pas loupé parce que c'est en 2 buts, c'est 2 duels et en plus, j'ai appris qu'Ajorc, je crois il met 0 but de la tête sur la saison et là, il en met 2. Donc Exactement. c'est marrant que ça tombe contre l'OM, mais c'est toujours la même chose, c'est que tu peux mettre tous les éléments que tu veux. Parce que pour le coup, franchement, il y a eu des phases intéressantes. Il y a une petite, je crois que c'est une louche de Guiri sur, Timber en première qui aurait pu faire une grosse occasion. Tu as des petites phases où je te dis quand même, En vrai, t'as juste de la 15e à, je crois que le deuxième but est vers la 30e. Entre le premier but de Brest et le deuxième but de Brest, t'as une relativement bonne séquence, mais en vrai, t'es juste porté par Timber voilà les et Guiri. individualités Et qui font Guiri, que mais en le plus, enfin, que deux. Pour le coup, c'est même pas les individualités, c'est qu'il y en a vraiment que deux. après, voilà, après rapidement, tu t'es vite rendu compte que Brest, ben, dans la continuité de tes autres matchs, ben, Brest, malgré tout, malgré qu'il y ait 1-0, 2-0, ben, ils existent toujours et ils sont toujours dans le match et ils sont toujours en mesure de te faire mal. Et ça, c'est un constat qui fait un peu mal au crâne. Et si on peut parler de la deuxième mi-temps, ben, pareil, hein, tu poussé, Brest aurait pu en mettre un troisième.
t'as ce penalty là que Greenwood arrive à se provoquer. Tu te dis, bah, quand même, il arrive toujours à se créer quelque chose, mais c'est tellement la tête à l'envers qu'il va te rater. C'est le premier de la saison qu'il rate. L'année dernière, il en rate un peu, Deuxième, deuxième, c'est le deuxième. deuxième. Tu te dis, bon, ben, peut-être là, mais non, ça tourne toujours pas dans le bon, ça tourne toujours pas rond, dans le bon sens, pardon. Et, bah, défaite logique, j'ai envie de te dire. Et maintenant, il faut vite se remettre au travail, mais, il y a plus le temps. Il y a plus le temps et, comme on a dit, on a aussi fait partir de Zerbi parce que les objectifs étaient en danger. J'espère qu'on va vite se remettre à l'endroit parce que ça serait dommage de finir, hors place, Ligue des Champions d'ici la fin de saison. Opti, toi, t'as raté la première. Ben moi, je vais Et faire court. Je vais faire t'es, court parce t'es le, t'es le plus chanceux de nous trois déjà. je vais T'en faire, as vu qu'une. je vais faire au prorata de ce que j'ai vu. Moi, j'étais comme tout le monde, j'étais très excité par le match. Je pouvais pas voir la première, mais je me suis dit, bon, t'arrives à la maison, tu regardes si tu peux mettre du début. Si tu peux pas mettre du début, que tu vois que ça se lance, tu fermes les yeux, tu mets du début avec la flèche et tu as remis le match du début et tu iras sur Twitter après pour réagir avec tout le monde. Au final, j'y arrive pas, je mets le match, je vois le score. Je me dis, bon, heureusement que j'ai pas réussi à mettre du début. Et donc après, je veux pas parler du match parce que là, par exemple, vous avez parlé d'une certaine séquence, 15e, 30e minute. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé de la 15e à 30e minute. Tu peux le deviner facilement, c'est Timber qui fait le même match que contre Strasbourg et Gouiri qui est inspiré dans le 30e Strasbourg, minute. j'étais au stade et j'ai pas regardé le match. Donc, je sais pas non plus, je sais pas ce que ça. Franchement, on te dit, ça m'intéresse. Qui a été bon, qui a pas été bon, ça m'intéresse pas. Comme Al-Baladi, ils vont aller à Marbella, là, pour se ressouder, pas elle, Pas pour se dessouder. ou pour se dessouler, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont aller faire. C'est génial, en vrai, de vrai, la vie d'un footballeur olympique de Marseille, c'est génial. Dès que ça va pas, tu pars en vacances. Peut-être même, pourquoi, j'aimerais bien savoir s'ils ont le droit de ramener leurs femmes à la charge du club, donc à la charge des supporters de l'homme qui payent les places. Je pense que personne n'en a envie, ni le club, ni les joueurs, mais c'est... Pardon. Ouais, mais les femmes, après, j'ai pas dit si c'était les femmes officielles ou si c'était, je sais pas. Moi, je sais, en fait, sky is the limit avec le club. En fait, dès que ce club a pas de résultat, ils vont en vacances. L'année dernière, ils vont à Rome, quoi. Cette année, ils vont à Marbella. Mais après, tu peux même pas leur en vouloir, les mecs, ils se connaissent pas. Ouais, Ouais, ça, après, en fait, Les on mecs, ils fait se des connaissent stages pas. de pré-saison en pleine saison. Bah oui. Ouais, ouais, ça, c'est son stage de pré-saison, mais au mois de février. Après, pour le coup, je pense que Habib Beye a aussi la volonté de bien faire travailler le groupe et ouais. les avoir à disposition Mais c'est comme dans ce ça qu'il faut le contexte-là. présenter. Moi, tu vois, je m'en Ouais, coupe parce que je vais 1000 fois dans ton sens. Tu vois, pour se souder, pour apprendre à se connaître. Non, pour courir. On veut qu'ils courent. On veut qu'ils exactement. courent Et comme des chiens. Et quand tu fais passer le message sur le web, sur Twitter, tu dis, ils vont en préparation. Et du coup, tu écris pas Marbella. Tu écris, tu vas en préparation à Berne, à Düsseldorf. Tu vois, des noms qui inspirent les vacances. Des ouais, noms mais qui inspirent justement, je pense que c'est la réalité d'un vestiaire de foot. Si tu Ouais. veux pouvoir doubler les séances toute la semaine sans que les joueurs ne rechignent et que tu puisses leur faire mettre les baskets. Après, enfin, Habib Beye travaille beaucoup avec les périodisations tactiques, donc je pense pas qu'ils mettent les baskets pour courir, mais Ouais. si tu veux les faire bosser avec beaucoup d'intensité sur 2 séances par jour à l'entraînement, tu es obligé de leur concéder une destination qui, a priori, leur donne envie. Si Ils tu leur méritent pas annonces Marbella, mon frère. Parce que non, moi, mais si tu leur annonces Düsseldorf plus stage de prépa, tu vas emmener des joueurs qui vont tirer la tête et tu vas rien tirer d'eux pour le coup. Alors que, comme l'a dit Habib Beye, le but c'est de nettoyer les têtes. Alors c'est malheureux, c'est des footballeurs et c'est des idiots. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, il faut leur donner des noms de destinations qui leur donnent envie de se démener. Alors que tu aurais pu faire la même chose, oui, effectivement, soit à Marseille, si c'était un temps soit un peu professionnel, soit dans une ville un peu moins exotique que Marbella. franchement, c'est tout à ton honneur de voir Non, mais je les Ouais. défends pas, j'essaie juste d'expliquer. Enfin, en gros, on va pas faire semblant de pas comprendre alors que c'est très clair Non, pourquoi je c'est comme ça. comprends ce que tu dis. Mais rien que le fait de l'exposer, moi, franchement, j'ai beau être de ceux qui pensent que le projet RDZ n'était pas top. Genre, la responsabilité des joueurs est toujours, même avec cette idée-là, tu peux pas m'enlever de la tête que si les joueurs font mieux, ils restent. Alors, il fait un bilan moyennasse où chacun pensera ce qu'il veut. Mais s'il part au milieu de la saison, c'est parce qu'il y a défection des joueurs. Peu importe où tu places la responsabilité, si les joueurs font leur job,
le coach il part pas à ce moment de la saison. Donc moi, qu'on leur accorde Marbella, ouais, ben, ouais, Mais pourquoi pas. Après, on peut dire qu'on attend beaucoup du match contre Lyon dimanche quand même, tous encore. Je pense que c'est un peu le dernier Dernier espoir. sursaut d'orgueil. Ouais. Ouais, Bah, dernier en fait, espoir. Ah ouais, après, je suis il- pas, il y a la demi-finale juste après. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il reste 2 matchs là. c'est ça. Tu Si joues ta dans une saison. semaine, si dans une semaine t'as 2 défaites ou un nul et une défaite, et par le nul, j'entends le nul à Lyon, enfin le nul contre Lyon, bah Tu joues ta on saison. va voir déjà ce qu'ils vont faire. Je suis pas persuadé Ouais. qu'ils vont tabasser Strasbourg. Ouais, il y a de ça. Mais On verra. mais quoi qu'il arrive, et indépendamment de leur résultat contre Strasbourg, si Je la passerai semaine pas trop. prochaine tu ne gagnes pas au moins un des 2 matchs, Ouais, c'est même ça. un des 2 matchs, c'est léger en vrai. Hein. et un des 2 Mais, matchs, c'est le minimum. mais pour le coup, enfin, encore une fois, désolé, c'est que je repense un peu à tout le déroulé de la saison. J'arrive pas à croire qu'on soit dans cette situation alors qu'en septembre, tout allait bien et on avait beaucoup d'espoir et au contraire, le travail était juste de se canaliser et de se dire qu'une saison c'était long et de pas trop s'enflammer. On n'a pas Mais dans réussi à le les faire. écoles de sabordage, Non, il y ils a... vont Ah, mais montrer c'est un modèle. Ah, mais juste, Non, mais pardon, Younes, c'est je encore plus reprends. drôle. Parce que je vais te laisser développer juste en disant ça. À ce qui paraît, après le match au Koweït, Zerbi leur a dit, je pense qu'on va aller en demi-finale de Ligue des Champions. Ah, mais arrête, on l'a déjà expliqué celle-là en vrai, c'est pas. Je vais oublier qu'on l'a expliqué. Moi, Ah oui, on l'a dit, genre en gros, l'idée, c'est pas de dire vous avez le niveau pour en demi-finale de champion, c'est de dire, vous voyez, quand vous mettez au diapason, que vous travaillez correctement, vous êtes capable de tenir la dragée haute à une équipe de ce niveau-là. de ce Et calibre-là. c'était pour insister sur le fait que votre le gros problème, c'est pas le niveau que vous pouvez atteindre, mais votre capacité à atteindre ce niveau de manière continue et récurrente au fil des semaines. Ça, on va pas. Desarbi est parti, on peut arrêter avec Desarbi, non? c'était pas pour lui taper dessus, c'était Non, je sais, le mais. truc de... Mais si tu le prends mal, Non, je le Non, prends pas non. mal, mais on l'avait déjà évoqué. Non, j'allais dire, parce que je repensais à ça. Toutes ces fois où au mois d'octobre, Newcastle, après l'Atalanta, etc., on me disait, ah, c'est le match le plus important de la saison, c'est le match le plus important de la saison. Franchement, prenez ces matchs-là et comparez-les par rapport à ce OM Lyon qui s'annonce ce dimanche 1er mars. Vous n'avez pas l'impression que en novembre, on peut pas avoir un match de la saison ou le match le plus important de la saison, ça n'existe pas à ce moment-là. Mais Comparez un peu dans quelle situation vous pensiez être à ce moment-là et la situation dans laquelle on est réellement maintenant, pour le coup. Là, j'ai envie de juste, crier, là, j'ai envie d'avoir mal. imagine une contre-perf ou en tout cas une non-victoire contre Lyon. T'es dans le tunnel avant le match de Coupe de France. Mais c'est rideau. Oh, mais ils rentrent tous avec la peur au ventre. Mais c'est rideau. Et je pense même que ton résultat en Coupe de France est conditionné par ce que tu seras capable de faire dans l'urgence contre Lyon. C'est fortement probable. Et même, en vrai, si tu pousses le raisonnement de la défaite contre Lyon dimanche prochain, je crois qu'il n'y a pas il y a pas de célébration si tu gagnes en Coupe de France. Hein. Je pense que tout le monde s'en tape les reins. Hein. Ouais, Le match arrive bien trop vite pour que les gens puissent célébrer la claque que tu as pris 2 jours avant contre l'OL. Hein. Il y aura pas de Et, célébration, mais il y aura et, un sursis. et d'expérience, il y a un Marseille-Lyon que tu as déjà bâclé pour un match qui venait juste après. C'était juste avant le OM Feyenoord, enfin, où tu prends un 3-0 contre un Lyon en plus qui n'était pas le meilleur Olympique lyonnais de l'époque. Merci à Claude Et- Nick pour ce match. Exactement. L'occasion sur Paul Lopez, il rate le but vide en première mi-temps. Mais oui, en vrai, imaginez 2 secondes la défaite à dimanche pour le coup. Vous pensez vraiment qu'il suffit de gagner contre Toulouse pour que les gens célèbrent? Non. Moi, je m'en fiche de la Non, victoire non. contre Non, Toulouse, je vous c'est le fini, cache c'est pas. fini. Tu perds Non, contre Lyon. parce qu'au final, tu te retrouves dans le même scénario qu'il y a 2 ans où l'Europa League était un peu la petite parenthèse. Mais ça va être quoi ton quotidien? Tu vas jouer la Ligue 1, tu vas te Ouais. faire taper. Et de temps en temps, tu vas prendre une victoire. Après, tu vas te faire taper. On va rentrer dans un cycle qui est désastreux parce que tu vas descendre au classement. Et on le sait. Enfin, on veut tous de la Coupe de France. Et on serait vraiment content qu'on prenne un titre. Mais ça, quand même, les répercussions vont être un peu, enfin, au vu de tout ce qui s'est passé. En plus, si tu perds des matchs comme contre Lyon, waouh, ça risque d'être Ouais. un peu compliqué à terme. Surtout que Et Lyon est surtout en exact le Gigot. sans faire l'oiseau de mauvais augure, mais tu vas commencer avec tout ce qui
avec tout ce que ça comprend, à regarder derrière les résultats de Rennes et Lille. Et là, imaginons juste qu'il n'y ait pas de Ligue des Champions. Bon, on est dans le scénario le plus pessimiste du monde. Ouais. Après, on est quand même sur une Ligue 1 de série pour le coup. Regarde Monaco qui était complètement enterré. Ils ont eu la bonne idée de renverser l'ogre lensois samedi et on se remet à susurrer leur nom pour la course à l'Europe. Donc, le Oui, problème, c'est que nous, on n'a oui, pas encore eu de série oui, depuis le début de bah, l'année. Donc, exactement. c'est ça. Il est là le problème, c'est que nous, on n'a pas fait de série. On sait pas faire de série. Et si on n'a pas eu de série et qu'on la garde pour la fin de saison, Ah, on en je revient à ce pense que je qu'on a disais le la bon semaine rôle. Hein. dernière. Et si c'était pas le moment d'en faire une. Bah oui. Si Est-ce c'est qu'on pas le finirait pas moment. par ça, Max, cette note d'optimisme naïf et crédule de supporter? Je vous avais préparé parce que je savais que ça serait un Ah oui, épisode c'est vrai. difficile. C'est vrai. Du coup, je vous avais préparé un petit quiz, histoire qu'il y ait au moins 3 minutes de rigolade dans cet épisode. Go. C'est très facile et pour le coup, c'est un jeu de rapidité. Celui qui a la bonne réponse la donne. Le quiz s'appelle Benjamin Pavard, Stefano Torrisi ou les deux. J'aime bien la référence. Alors, pour les plus jeunes, parce qu'il faut expliquer la référence, on vous conseille de taper Stefano Torrisi, Marseille-Nantes. Et vous avez le légendaire Stefano sous le maillot de l'OM. Première question. A été doublement fautif dans un match de l'OM. Pavard. Pavard, Torrisi ou les deux? Les deux. Ah, Ah, les deux. Les deux. Ah. A été doublement fautif dans plusieurs matchs de l'OM. Les deux. Les deux. Les deux. Je pensais qu'à Pavard, mais effectivement, le deuxième match de Torrisi était pas très bon non plus. Contrôlé positif à la nandrolone. Torrisi. Malheureusement que Torrisi pour l'instant. Torrisi pour l'instant. Serait souvent contrôlé positif s'il soufflait dans un éthylotest. Pas voir. Je regarde juste de quelle région vient notre ami Torrisi en Italie. Peut-être les deux en vrai. Hein. Peut-être les deux. Bon, mauvais soupçon, peut-être les deux. A un pied dans la mode. Torrisi, parce que Ouais. Pavard, moi, je valide pas. Pavard. Alors, Pavard sort quand même avec une top modèle et a fait effectivement, a fait si je dis pas de bêtises, des défilés. Hein. Il y a eu une petite carrière. Mais Stefano Torrisi est effectivement marié et a désormais un magasin de mode à Prague. Donc, s'il nous écoute, déjà, Stefano, bonjour. Merci pour tout. Sa femme a joué dans Plus belle la vie. Pavard. Uniquement Pavard. A déclaré à l'OM j'étais nul, il faut le reconnaître. Torrisi, malheureusement. Mais, Pavard, pour le moment, juste Torrisi. C'est peut-être la story de Pavard. Là, quand excusez-moi, en vrai, il dit je suis nul. Hein. On pourrait pas le sens de l'histoire, ouais, c'est que les deux l'ont un peu dit. Et enfin, une dernière question. On l'appelle la poucave dans les bureaux de l'équipe. Pavard. Ah, je vous laisse mettre de vos propos, messieurs. Je n'ai pas de réponse à cette question. Donc voilà, c'était histoire d'amener un petit peu d'entertainment à un épisode bien triste. Est-ce qu'on fait quand même un petit prono on fait un petit prono l'Olympique-Lyonnais? Bien sûr. C'est notre saison qui se joue la semaine prochaine. En plus, je pense qu'on va devoir faire les deux là. On fait Lyon et Toulouse. Toulouse, ouais. Je suis en train de regarder le calendrier. Est-ce qu'on arrivera à recaler un épisode entre les deux rencontres? Je pense pas. Hein. Entre le dimanche et le mercredi. Ouais. Donc ça veut dire qu'on donne rendez-vous dans 10 jours à nos auditeurs. Je pense pas. Et puis même, on a fait une émission il y a pas longtemps qui a été effacée par celle de la veille. Viens, on fait un épisode avec 2 matchs pour éviter qu'elle soit effacée par le match d'après. C'est pas faux. Prono Lyon du coup. Alors déjà, je vais arrêter de mettre beaucoup de buts parce qu'on a du mal à en marquer et que Lyon est incroyablement chanceux. Tu fais le ratio de ce qu'il concède en termes d'occasion et de ce qu'il concède réellement en termes de buts. Un match dans la souffrance, je dirais le score d'Alba,
2-1 pour l'OM. J'arrête. Avec un 1-0 OM, 1-1, 2-1. Ou alors le score de l'OL et on remonte comme l'an dernier contre Monaco ou contre l'OL. Je dirais 1-0. J'arrête. Ouais, 2-1. J'arrête. Je délaisse le 2-1 et je laisse à mes collègues. Mais je le prends le 2-1, moi. Et toi, Max? Un petit Un 3-0, partout. allez. Oh là là là. 3-0 ou 0-3? Non, il a dit un partout. Il a dit un partout, un partout. Ouais, mais c'était 3-0 ou 0-3 parce que il y a quand même pas un monde où ça finit à 0-3. Rassurez-moi. Non, je passe Bah, pas. il y a plus un monde où ça finit à 0-3 que ça finit à 3-0. Hein. La vérité. Non. Ah, Je le suis pas sûr, Marseille-Lyon, moi. c'est Ouais, pas je suis le pas plus fort sûr. qui gagne, hein. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Mais on Et est je quand trouve même que Lyon a pas sacrément- assez je trouve que Lyon a pas assez de certitude pour venir gagner 3-0 au Vélodrome, tu vois. Je suis pas sûr que Fonseca autorise un joueur à dépasser la ligne d'Inde alors qu'il y a Ouais. déjà 2-0 pour l'OL. Ouais, Ouais, ils ont pas le punch pour en mettre 3. Ouais, Mais c'est ça. bon. Et Toulouse, du coup? Toulouse, on fait qualif ou pas qualif? Ouais. Franchement, les gars, moi, Toulouse, Qualif. Oh, Khalif. Qualif. Ouais, je veux dire qualif. Mais moi, tout dépend de dimanche. Franchement, tout dépend de dimanche. Mais je dirais qualif. Ouais, Ouais. si tu perds contre Lyon, hein, enfin, si tu. Non, pas Même au-delà de perdre, si tu fais un match, t'es inexistant. Moi, j'ai peur du contenu, en fait. Si tu fais Dans 0-0, mais tous les cas, là, il y a qualif quand même. Ouais, j'espère. Hein. Après, Après, je crois que Højbjerg est suspendu, hein, pour le coup. C'est peut-être ça, Ouais, bah, mettons Nadi qui a fait 3 hors-feuille de match, doit sûrement être très très bon celui-là. Ouais. Que... Ou Parce alors que il c'est sera quand même- propulsé, ou il sera franchement, propulsé titulaire d'un coup. Parce qu'on a Ça, pas... ça nous- Parce que c'est pas ça trois nous aurait- entraîneurs différents qui le mettent 3 fois en tribune d'affilée. non, Si. je pense. Si. Ah si, du coup, si Et des est-ce arbitres. que c'est Ouais, pas une première dans l'histoire ça déjà. Le mec. Oui, en plus, ça nous aurait coûté moins cher. Pardon, Optim, ça nous aurait coûté moins cher de lui acheter une place dans chaque stade à chaque fois. Parce que même si au parc, le prix des places sont hyper exorbitants, là, pour 6 millions d'euros jusqu'à la fin de saison, en ticket unique pour la place en tribune, Mais je ça, pense que ça nous mais serait Même en moins payant cher. le bet, hein. mais Même en attendez, mais payant là, le bet. on rigole. Mais voilà, il y a 2 matchs qui arrivent avant le prochain épisode. Mais s'il fait 5 sur 5, Ah, s'il fait 5 sur 5, il faut que tout le monde démissionne. En fait, c'est. oui, il faut que tout le monde qu'il- démissionne. Faut Oui. qu'il démissionne et faut qu'il y ait personne qui vienne lui dire non, s'il te plaît, ne démissionne pas. Parce Ouais. que. Non, mais déjà, je pense que si Højbjerg est suspendu, Ah oui, ça il sera est déjà sur un la spot. feuille. Oui, ça fait un spot. Ouais, effectivement. C'est Ça vrai. dépend, Mais parce qu'il manquait ce qui quelqu'un, est fou quand même. Oui, Il manquait pas Léo Moi- ce week-end. Si, Léo Si, était mais pas là. tu l'as remplacé par t'as mis un défenseur, quoi. Ouais, mais s'il manque. Ouais, mais dans les. Non, il sera pas sur. Si Léo revient et qu'il y a qu'un seul absent et que c'est Højbjerg, il sera pas sur la feuille de match encore. Ah, c'est vrai. Vu comme ça. C'est possible. Hein. T'en Là, verras Mais, pas. mais du coup, alors, juste en une minute, comment on explique ça? Parce que Je crois qu'il est pas très fort. Hein. Mais c'est Non, en vrai, c'est pas une question de pas être très fort, c'est que tu peux enlever personne. Non, mais c'est En que théorie. c'est difficile mais de. c'est quand même la de- dernière recrue. C'est ça, mais c'est qu'au Il y a final, pas tu peux enlever d'explication. personne. C'est que t'as pas le courage d'enlever un des mecs qui était déjà là avant. On sait très bien qui c'est qui. Il y en a un entre lui ou Kondogbia qui doit pas y être. Et tu peux pas mettre Kondogbia. Non, mais et en plus, la réalité, c'est que tu le prends en sachant que c'est pas un joueur totalement fini. Ouais. Et tu le prends alors que a priori, tu vas jamais le développer. T'es dans une situation d'urgence où chaque match, c'est un match couperé pour le coup. Alors peut-être qu'on le prend pour L'année prochaine. pour quand on sera éliminé de la Coupe de France et quand on sera à 8 points de l'OL et qu'on aura juste 6 matchs à jouer pour rien. C'est typiquement le genre de joueur qui peut jouer dans ce contexte-là et qui peut essayer de montrer quelque chose. Moi, je crois qu'il y a on m'a plus de dit que chance. c'était une demande de De Zerbi. Mais ça colle pas. Moi, je pense qu'il y a plus de Ça chances pour colle que pas. son prochain match soit avec la N3 qu'avec les pros. Hein. C'est Sincèrement. possible aussi. Hein. Pas par rapport au niveau. Ouais, mais pour Enfin, lui mettre de Pas la par rapport au forme. niveau. Pas que Par rapport au rythme, ouais. pas Oui, que non, par rapport au mais- niveau. Mais Par rapport au statut et par rapport à l'urgence aussi qu'il va y avoir de pas juste faire de ce mec-là ton 22e homme et lui faire un Tour de France. Ouais. Comme ça, tu vois. Ouais, je suis Bon.
D'ailleurs, allez, petit prono. Nadi sur une feuille ou pas sur une feuille d'ici Ouais. au prochain épisode? Oui, Toulouse, il est sur la feuille. Coupe de France, je sais pas si c'est limité à 20 ou s'il y a pas de limite. Mais si c'est limité à 20, non. Moi, je pense Moi, je qu'il pense que oui. moi, je pense qu'il y a à Toulouse. Pour l'histoire, je pense que non. Ouais. Le 5 sur 5. Mais histoire qu'on ouvre un peu des dossiers aussi, parce que sinon on va s'ennuyer d'ici la fin de saison. Il va falloir qu'on trouve, parce que peut-être, messieurs, s'il y a 2 défaites, derrière il reste 10 matchs, une dizaine d'épisodes, qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Il va falloir meubler là. Hein, Ouais. Là, je suis d'accord. Ça peut être très long. mais on arrivera à se réinventer. J'ai moins peur de nos contenus à nous que ce que pourraient être les contenus des matchs de l'OM quand même. Effectivement. Et de notre direction, qui marche Exactement. plutôt main dans la main. Exactement. Merci messieurs. On se retrouve dans une grosse semaine du coup et on le redit encore une fois, hein, mais merci à tous ceux qui écoutent et qui donnent de la force au petit Exactement. podcast toutes les semaines. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de vous savoir au rendez-vous. Merci à tous. Merci la team. Et à la semaine prochaine, il faudra être là. Ciao, Oh ciao. oui, soyez là pour le prochain épisode. Soyez là. Ciao.